Bienvenue à tous donc pour cette réunion de la commission locale d'information de Soulaine. Une réunion, une commission qui se déroule dans la salle des fêtes de la commune. Une réunion en public, un public qui pourra poser des questions sur les sujets abordés lors de cette réunion. Et pour bien préciser l'étendue de la visibilité de ce rassemblement, nous sommes également en streaming, en direct, sur le site internet de la CLI de Soulaine et sur sa chaîne YouTube, un direct et un streaming qui ont nécessité quelques applications techniques, d'où le fait d'avoir quelques minutes de retard, mais vous nous en excuserez, j'espère, de la manière la plus simple possible. Une captation qui servira également d'archive et qui permettra à tout à chacun de voir ou de revoir les échanges de ce soir. Alors cette réunion, je le rappelle, c'est le but de l'introduction, c'est de vous rappeler un petit peu les éléments réglementaires, puisque cette réunion est un rendez-vous qui est précisé par la loi, car les CLI ont l'obligation d'organiser un tel rassemblement public. Cela fait partie de ses attributions. Et cette réunion, ce soir, c'est évidemment l'occasion d'évoquer l'actualité de l'activité nucléaire en France, et de faire œuvre de pédagogie. Ce sera donc le chapeau central de notre réunion ce soir. Et l'actualité nucléaire en France, eh bien, c'est l'EPR2. Alors, on va évoquer 3 thématiques. La présentation du nouveau programme nucléaire EPR2 par EDF. On va faire le point sur le comité d'appui visant à accueillir 2 réacteurs EPR nouvelle génération à la centrale de Nogent-sur-Seine. Et puis, 3e échange, la gestion des déchets nucléaires et la construction de 6 réacteurs EPR de nouvelle génération. Quelles sont les conséquences, quels sont les liens entre justement le projet de ces réacteurs EPR et la gestion des déchets nucléaires qui en découlent. On aura donc évoqué ce soir tout le circuit d'explication de ce projet EPR2 en parlant de son contenu, de sa possible installation dans le territoire et des conséquences en matière de gestion des déchets nucléaires. Et je tiens également à rappeler le protocole de cette réunion. Pour chaque sujet, chaque thématique de cette soirée, il y aura une partie où nous ferons réagir nos intervenants sur ces thématiques et une deuxième partie où nous ferons circuler le micro pour recueillir les questions du public dans la salle ou les questions du public qui seront posées via le site internet. Seront traitées uniquement les questions en lien avec les thématiques de cette réunion, bien sûr dans le respect mutuel et dans un échange constructif. Alors je vous propose de découvrir tout d'abord le premier thème de cette réunion publique, la présentation du projet nucléaire EPR2. On entend souvent ce mot dans les médias, EPR, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Justement, on a quelqu'un qui va nous aider à mieux comprendre. Il s'agit d'Antoine Ménager. Vous êtes le directeur du débat public sur l'EPR2 chez EDF. Et avec nous ce soir, on va pouvoir avoir un éclairage bien concret. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, une première question plus personnelle, mais qui est vraiment intéressante. Je vous ai présenté, vous êtes le directeur du débat public sur l'EPR2. C'est quoi être directeur du débat public? Merci et déjà bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Alors vous avez raison, c'est une question importante parce que les débats publics en France, ils sont organisés par une commission indépendante qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Et en fait, moi, pour EDF, j'ai mené le premier débat public pour le lancement du programme EPR2 et son premier projet à Panly. En fait, c'est quasiment un projet en soi de 2 ans. Ça se prépare en liaison avec la CNDP, la Commission nationale du débat public. Il y a la phase de 4 mois où ce débat a eu lieu, puis ensuite il y a ces suites qu'on travaille. Donc c'est ça que ça veut dire. Et puis je le dis d'emblée, moi j'ai été directeur d'une centrale nucléaire d'EDF avant ça, celle de Chinon en Indre-et-Loire. Donc j'ai vraiment un grand plaisir de m'adresser à une commission locale d'information, de présenter, de répondre aux questions. Et j'ai compté, dans ma vie, j'ai dû faire 5 commissions locales d'information, donc je suis très content d'intervenir dans celle de Soulaine. Pour préciser, ça veut dire que vous avez l'habitude d'exposer ce projet à différents publics sur différentes situations. C'est ça, j'y reviendrai. Le débat public, il s'est déroulé du 27 octobre 2022 au 27 février 2023. Il y a eu 10 temps forts nationaux. D'ailleurs, il y a eu une séance dédiée sur nos thématiques
de ce soir, qui était une session en ligne. On enlève la salle, mais on garde ceux qui nous regardent en streaming. C'était un peu le format, ça interagissait. Donc l'habitude, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, oui, en tout cas, on y va volontiers, parce que pour EDF, exploitant nucléaire, transparence, information, répondre aux questions, et d'ailleurs, dans le cadre de notre projet, à travers les questions, nourrir, parce que vous allez voir, on est sur de long terme, et entendre ce qui se dit, les questions qui se posent pour enrichir notre projet, c'est extrêmement important pour nous. Alors justement, pour rien vous cacher, on avait différents éléments d'explication et d'analyse de l'EPR, mais il nous manquait, et on est très heureux de vous avoir, justement le concret, le contenu, savoir comment tout cela fonctionne. C'est ce qu'on va voir avec vous durant un quart d'heure, 20 minutes, avant de donner la parole une première fois au public. En préambule, est-ce qu'on peut donner les grandes dates du cadre de lancement du programme EPR2 ? Les grandes dates, ça a d'abord été ce débat public. Et ce débat public, j'ai dit, ça s'est terminé au mois de février. Ça a permis à EDF, porteur du projet, avec RTE, mais au titre du raccordement, parce qu'on construit des centrales nucléaires pour qu'elles produisent de l'électricité, elles soient raccordées au réseau, de prendre notre décision de maître d'ouvrage fin juin de cette année, et une décision, au vu de ce qu'on a entendu des débats, de poursuivre notre programme. Et quand on dit poursuivre, très concrètement, on a déposé notre demande d'autorisation pour le premier projet qui est en Normandie, à Penly. Et donc actuellement, ces demandes d'autorisation, que ce soit l'autorisation de création de la future installation nucléaire de base, l'INB, que ce soit l'autorisation environnementale qui permettra de démarrer les premiers travaux, c'est en cours d'instruction. Et on est assez confiant, je dirais, ce processus d'instruction se passe normalement, pour avoir l'autorisation environnementale l'été 2024 et pouvoir débuter les travaux préparatoires de Penly à l'été 2024. Très bien, ça c'est pour l'existant et pour ce cadre de lancement. Alors, avec vous, donc on va découvrir le programme EPR2. On va s'appuyer, et je le dis à technique, sur le PowerPoint que vous avez élaboré pour cette réunion ce soir. Vous allez déjà nous expliquer exactement ce qu'est ce programme EPR2. Bien sûr, c'est important, et le mot important, c'est celui que vous venez de prononcer, c'est programme. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un certain nombre de projets, j'ai cité la Normandie, en ce moment on prépare celui des Hauts-de-France avec Gravelines, on prépare ensuite celui qui arrivera dans l'Ain, mais surtout ce qui est important, il s'agit d'un programme industriel. On peut voir d'ailleurs le deuxième slide, et justement. On va enchaîner. Ah oui, alors j'étais censé avoir une petite zapette que je veux bien prendre. Alors, s'il vous plaît. Soit ce sera la zapette, soit ce sera un ordre technique, mais on va y arriver. Bien, alors ça sera bien d'enchaîner. Donc oui, j'insiste sur le mot de programme industriel, puisque finalement on veut renouer avec ce qui a fait le succès de la construction du parc nucléaire actuel. 56 réacteurs actuellement en production, dont les 2 de Nogent sur Seine, pas très loin, les 2 réacteurs de 1300 MW. Et vous vous rappelez, ça c'est un programme industriel qui s'est bâti à la fin des années 70 et surtout les années 80. Et c'était l'effet de série. C'était, on envoie un modèle et ensuite on le duplique, on le réplique. Et d'ailleurs, il y a une courbe d'apprentissage, il y a les industriels qui sont aguerris, qui s'améliorent. Et c'est ça qui a permis de construire ce parc dans un temps record. Et ensuite, il y a eu une période plus calme, finalement Flamanville qui est vue dans l'intervalle, mais tout seul, sans perspective à l'époque. Et là, le programme EPR2, c'est surtout renoué avec l'effet de série. Donc ça, c'est à travers les déclarations du président de la République qui a annoncé cette volonté politique de relancer un programme pour commencer de 6 réacteurs. Je crois que c'est important. Les 6, vous avez compris, c'est par 2, c'est la Normandie, c'est les Hauts-de-France et c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et il a aussi demandé à EDF de préparer une extension de ce programme, et je pense que ça nourrira l'intervention d'après, pour potentiellement 4 sites supplémentaires. Donc le débat, il a lieu, j'y reviens pas, les séquences sont en cours, et puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un cadre aussi qui est en train de se mettre en place, qui vraiment change la donne par rapport à il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Il y a une direction interministérielle au nouveau nucléaire, qui vient coordonner les différents services de l'État sur tous ces processus. Il y a une loi, vous le savez, d'accélération du nucléaire pour simplifier les différentes procédures. Et d'ailleurs, celles de Penly en cours d'instruction ont été déposées dans ce nouveau cadre. Donc vous voyez, il y a, j'allais dire, un écosystème qui se met en place pour lancer un vrai programme industriel et non pas un projet tout seul sans perspective. Donc, ça, c'est le cadre. Ça, c'est le lancement, c'est le cadre. Maintenant, on va passer au prochain slide qui va vous permettre de nous expliquer concrètement ce qu'est ce programme EPR2. Vous l'avez titré d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est plutôt, enfin, ça c'est finalement pourquoi le nucléaire reste
une solution, pas l'unique solution, mais reste indispensable à la souveraineté énergétique de la France, reste indispensable à la décarbonation de la France. Et derrière ça, c'est la stratégie nationale bas carbone. En ce moment, il y a la COP28, on en parlait. Il faut évidemment sortir des fossiles. Et en France, ça va passer par réduire notre consommation d'énergie au sens général. Et derrière ça, il y a un petit paradoxe, c'est moins d'énergie, mais plus d'électricité. Et derrière plus d'électricité, c'est de l'électricité qui n'émet pas de CO2. Donc c'est d'un côté les renouvelables, sur lesquels EDF est fortement engagé, et de l'autre côté, c'est de l'électricité bas carbone, mais pilotable. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent, il faut une électricité décarbonée, et le nucléaire avec l'hydraulique, mais surtout le nucléaire, permet ça. Et donc ça, c'est ce qui fonde de continuer dans le nucléaire. Voilà. Donc ça, on peut passer. Je pense que c'est extrêmement important de le dire. Et donc maintenant, c'est une fois qu'on a cette... Là, vous allez nous parler de, selon vous, l'avantage que cela peut procurer. En fait. Exactement. Je suis un peu décontenancé parce qu'il ne me semble pas que ça se déroule dans l'ordre totalement souhaité, mais ce n'est pas très, très important. Donc vous dire qu'est-ce que c'est que ce réacteur. Vous avez parlé d'EPR2, il y a un petit 2, saison 2, parce que l'EPR, j'allais dire tout court, c'est ce qui se construit et qui est construit aujourd'hui à Flamanville et qui est aujourd'hui dans ses essais de mise en service. Évidemment, ça a été un projet extrêmement difficile pour EDF. Hein, on pourra revenir, c'est la planche qui a été zappée. Mais vous voulez qu'on y revienne ? Non, on n'y revient pas. Ce qu'il faut garder, et là on est dans une commission locale d'information, c'est que continuer dans le nucléaire, et on est convaincu que pour la France, c'est une des solutions. Faire du nucléaire, c'est vrai pour les centrales qui fonctionnent, c'est vrai pour tous les exploitants nucléaires, c'est d'abord la sûreté nucléaire qui est essentielle. Et EPR comme EPR2, même si EPR était difficile à construire, c'est son haut niveau de sûreté qui est remis en cause aujourd'hui par personne. C'est-à-dire que si on fait du nucléaire aujourd'hui, c'est qu'on diminue sa probabilité d'accident, c'est ce qu'il y a dans EPR, et même si l'accident arrive, il n'y aura pas de conséquences pour les populations autour. C'est ça les réacteurs de troisième génération comme l'EPR, et donc l'EPR2 capitalise là-dessus, et donc on a souffert à Flamanville, il faut se le dire, c'était difficile à construire, mais c'est l'acquis pour la suite, et c'est un acquis de sûreté. Et puis c'est un acquis de production d'électricité, je l'ai dit, on a un besoin massif d'électricité pour les années à venir, donc ça, on fait le choix de réacteurs de forte puissance. Donc j'ai parlé des réacteurs de Nogent-sur-Seine, ce sont 2 réacteurs de 1300 MW, les EPR et EPR2 c'est 1650, donc vous voyez, c'est encore plus, mais parce qu'on a ce besoin massif d'électricité bas carbone pour l'avenir, et en plus on a la chance en France d'avoir un réseau par RTE qui permet d'injecter ces fortes puissances sur le réseau. Donc ça, c'est les acquis. Et puis la planche qui est passée, mais c'est contenu un peu dans la partie droite, donc il n'y a pas besoin d'y revenir, c'est que, fort du retour d'expérience de Flamanville, on va se le rendre plus simple à construire. Voilà, parce qu'on était sur une tête de série, il y avait un certain nombre d'innovations pour ce step de sûreté, mais il y avait des choses extrêmement compliquées à construire. Et donc là, on se le rend plus facile à construire, mais sans baisser sa sûreté. Et donc c'est ça qui est au cœur de PR2. Et ensuite, c'est partir dans l'effet de série. Et là, on n'innove plus, on bâtit le premier en Normandie, et ensuite, on les multiplie. Déjà, on les fait par 2 sur le même site, et ensuite, on les duplique pour baisser les coûts et que chacun dans la filière, les industriels, sachent le construire plus facilement. Prochain slide, là c'est plutôt la manière d'inscrire un réacteur dans ce que vous disiez, c'est-à-dire une ambition. Non, là c'est vraiment pour faire le pont avec la troisième séquence, parce que forcément la question va m'être posée. C'est important parce que ce réacteur EPR2, il se situe dans la lignée des réacteurs du parc nucléaire d'EDF, puisque c'est un réacteur à eau pressurisée. Donc son process génère exactement le même type, utilise déjà le même type de matière radioactive, je parle des combustibles, que ceux des réacteurs existants d'EDF. Et du coup, les déchets générés sont exactement du même type. Hein. Donc c'est un réacteur nouveau, mais comme il est dans la continuité des réacteurs existants, il ne va pas générer de spécificité de ce point de vue-là. Et après, les échelles de temps, de toute façon, les réacteurs du parc existant, vous le savez, l'ambition d'EDF, c'est de les amener, de les faire fonctionner le plus longtemps possible en toute sûreté, au moins 60, voire au-delà. Hein. Donc finalement, après, on s'inscrit dans les temporalités du parc nucléaire d'EDF. Donc je vous ai donné quelques ordres de grandeur, puisque je vous ai dit tout à l'heure quand est-ce qu'on allait commencer pour Penly. La première mise en service est visée à l'horizon 2035.
Donc les premiers déchets d'exploitation, c'est 2035. La déconstruction, vous voyez, on part pour au moins 60 ans d'exploitation, donc c'est pas avant 2100. Et puis les combustibles usés qui auront fait leur premier tour en piscine de désactivation, c'est pas avant 2045, pour vous donner quelques éléments. Encore une fois, d'ailleurs, vous avez cité le replay là pour cette séance. Je vous invite à revoir la séance du débat public qui a traité spécifiquement de ces sujets-là. C'était le 19 janvier 2023, c'est sur le site du débat public de la CNDP. Et cette séance, vous pouvez la revoir en replay et toutes les questions qui avaient été posées, auxquelles on avait répondu ce jour-là. Alors on a l'occasion justement, avec Patrice Torres, de revenir plus longuement sur cette gestion des déchets nucléaires liés au programme EPR2. Autre mention importante, c'était peut-être d'expliquer le lien et la prise de conscience, on va dire, dans ce programme des changements climatiques. Oui, c'est-à-dire que vous voyez, on est sur des sujets du temps long, hein, je vous ai dit, les réacteurs EPR2, leur première mise en service c'est 2035 pour le premier, et c'est au moins 60 ans d'exploitation. Donc vous voyez que ça nous amène à l'horizon 2100, et donc forcément, même si on est convaincu que c'est un outil de lutte contre le réchauffement climatique, le climat il est déjà en train de changer. Et les scénarios du GIEC le montrent, et donc il prend en compte dès sa conception, je dirais ce qu'on connaît aujourd'hui de plus sévère des différents scénarios du GIEC. Donc c'est vrai sur les niveaux d'eau, que ce soit en bord de mer avec la montée des eaux, que ce soit en bord de rivière avec les estimations de baisse de débit. Ça, c'est les sujets auxquels en général le grand public pense tout de suite. Peut-être les sujets les plus complexes, c'est les températures d'air, hein, puisque je ne vais pas stresser tout le monde, mais il y a des scénarios quand même où le 50 degrés arrivera assez fréquemment. Et donc il faut que nos systèmes de ventilation et de refroidissement soient conçus pour ça, et ils sont conçus pour ça. Et aussi, on peut me dire, mais finalement, comment vous pouvez être sûr de 2100, surtout que dès qu'il y a un rapport du GIEC, tous les 5 ans, il est encore plus sévère que le précédent. Donc là, je vous rassure, et ça c'est la démarche d'EDF, la démarche de sûreté, c'est qu'il y a une réévaluation systémique tous les 10 ans. C'est-à-dire que de toute façon, on part aujourd'hui avec les hypothèses les plus sévères, mais il y a un cycle de réinterrogation, de réexamen de sûreté, et donc tous les 10 ans, on réinterroge ça, et si jamais il faut faire plus que ce qui avait été prévu, on le refera chaque 10 ans, c'est le cas pour les réacteurs existants, et ce sera le cas aussi pour les nouveaux EPR2. Donc il y a un enjeu industriel, on l'a vu, vous l'avez évoqué, un enjeu qui doit prendre en compte beaucoup de paramètres, le paramètre climatique en est un. Il y a aussi, et c'est le prochain slide, un enjeu d'information. C'est ça. Et là, il est aussi essentiel, si je puis dire. Voilà, alors ça, c'est aussi pour ça que je suis là et je le fais avec grand plaisir. Peut-être, donc les 3 sites du programme qui est lancé, donc la Normandie, les Hauts-de-France et Bugey, c'est important de revenir comment ils ont été choisis. Je pense que c'est important que vous l'ayez en tête par rapport à ce qui va être dit après. Donc déjà, aujourd'hui, EDF fait le choix d'implanter ces nouveaux réacteurs sur ces sites existants. Donc pour ça, il faut une condition, c'est qu'il faut avoir la place. Donc sur les 19 sites d'EDF, il y a des sites qui ont plus ou moins de place. Voilà. Et puis évidemment, il faut que ça réponde à des critères techniques, notamment des critères de sûreté par rapport toute la famille, excusez-moi le terme, mais c'est le terme qu'on regarde, des agressions, donc qu'elles soient naturelles, le séisme, les températures, la source froide, l'eau pour le refroidissement, donc il y a des critères très techniques, des critères aussi liés au dimensionnement du réseau électrique, donc ça avec RTE. Donc vous voyez, ça fait une série de critères techniques, évidemment, et il y a ce qu'il faut surtout, il ne faut pas avoir une note éliminatoire. Il ne faut pas qu'à ça, il y ait un critère qui ne passe pas et ça éliminerait le site, voilà, premièrement. Et donc après, il y a des sites, on va dire, qui sont mieux placés techniquement que d'autres, mais c'est là où c'est fondamental et c'est la 3e puce. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que sur cette première série, c'est la Normandie, les Hauts-de-France et Aura qui ont été choisis. Ce n'est pas la technique qui fait la différence, c'est l'engagement des populations. C'est la mobilisation des collectivités, des populations et des élus qui les représentent pour dire, voilà, nous, on a déjà du nucléaire et on voudrait continuer à en avoir. Et donc, que ça soit la Normandie, les Hauts-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu des vraies volontés collectives. Évidemment, on peut penser au président de région, mais on peut penser aux différents maires des communes, on peut penser aux députés, et les milieux économiques. Ça a été exprimé de façon collective, et donc évidemment, après, c'est ça qui fait la différence. Il y a la technique, il faut évidemment qu'il n'y ait rien de rédhibitoire, mais il faut surtout une expression collective, et finalement, ces premiers sites ont été choisis sur ces critères, et donc, je vous ai dit, il y aura une extension pour laquelle l'État nous a demandé de proposer 4 sites d'ici fin 2016. Et donc, c'est ces mêmes critères qui seront en jeu pour la suite du programme.
Avec, comme vous le disiez, et ce sera votre dernier slide, mais je trouve que c'est important qu'on le mentionne, ce travail donc de débat qui vous amène ici, mais qui vous amène aussi à Gravelines ou ailleurs. Hein, exactement. Donc on peut voir sur la dernière planche. Donc j'ai cité, donc je ne reviens pas sur le débat public qui a eu lieu pour le lancement du programme et Panly, si on peut mettre, voilà. Donc aujourd'hui, on est passé d'ailleurs dans des phases que vous connaissez bien, puisqu'on est passé dans une phase dite de concertation continue, hein, qui se met en place, parce que le débat public, c'est un temps important sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Ensuite, on passe en concertation continue avec des garants, mais en fait, et vous le savez bien, puisque une centrale nucléaire en exploitation ou vos sites, on est en permanence à informer, à dialoguer, et donc c'est bien notre intention. Donc on continuera évidemment tout au long du chantier, notamment à Panly. Pour Gravelines, le process démarre, puisque là on vient de saisir la Commission nationale du débat public, et on pourrait rentrer, alors c'est elle qui le décide d'ailleurs, la forme que prend, si c'est une concertation ou un débat, mais on pourrait rentrer dedans à l'été 2024, et Bugey, qui est donc le 3e site en Auvergne-Rhône-Alpes, suivra à peu près 6 mois après. Voilà, et donc à chaque fois, je vous ai mis une petite illustration, vous repérez une petite toile de tente. On est dans différentes manifestations, au contact des populations, à répondre aux questions, à informer, et c'est extrêmement important pour nous, et ce qu'on fait ce soir rentre exactement là-dedans. Très bien, on est exactement dans les temps, donc c'est pas mal. Bravo, en tout cas, félicitations. On va se donner maintenant 10 minutes pour des questions-réponses, que ce soit dans le public ou que ce soit sur Internet. Je vous propose qu'on commence dans le public, le temps que je puisse aussi regarder s'il y a des questions sur le portable. Je vais vous demander de donner votre nom, prénom et s'il y a une fonction, de la mentionner également. Michel Guérit, président. Alors attendez, parce qu'on vous entend moyennement, oui. Donc je préfère qu'on va y arriver. Michel Guérit, président de l'association La Qualité de Vie à Ville-sur-Terre. Alors, allez-y, oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en streaming. Si, c'est bon, il marche là. Il marche très bien. Simplement, les gens qui vous regardent en streaming, ils ont besoin du micro. Parfait. Bon, j'avais juste une question. Vous avez osé l'expression souveraineté énergétique. Est-ce que vous pourriez expliquer ? Bien sûr. C'est que l'électricité qu'on produit en France, elle est produite en France, à la différence d'énergie comme le gaz ou le charbon qu'on importerait d'autres pays. Donc au premier ordre, le nucléaire, c'est bien un outil de souveraineté énergétique pour l'électricité qu'on produit en France. Je sais, je devance votre question, vous allez dire... Et le combustible, il est largement réparti, le combustible nucléaire, il est largement réparti dans le monde, dans plusieurs pays. L'Australie, le Canada sont quand même des pays sur lesquels on a des relations qui me paraissent pas remettre en cause notre souveraineté. Et le système, ensuite, toute la chaîne du combustible est en France. Donc aujourd'hui, oui, ça participe pleinement à la souveraineté énergétique de la France et je pense que ça, on ne peut pas le contester. Écoutez, regardez en comparaison du gaz russe et du charbon. Vous connaissez des sources de nucléaire en France ? Oui, bien sûr. Oui, dites-moi. Écoutez, on a fermé un certain nombre de mines d'uranium en France parce que c'est pas... Oui, mais attendez, aujourd'hui, la souveraineté ne veut pas dire l'autarcie. Aujourd'hui, on a des sources totalement diversifiées dans le monde, dans des pays, honnêtement, où les relations sont bonnes, excellentes, mais on sait totalement diversifié, et donc on est complètement autonome par rapport à ça. Et ensuite, ce qui compte, c'est pas le minerai brut, c'est ce qu'on en fait derrière, et on a à peu près 5 ans, d'autonomie, de réserve. Donc non, aujourd'hui, par rapport à toutes les autres sources d'énergie, alors... on peut mettre de côté l'hydraulique parce que là c'est directement l'eau de nos barrages, mais par rapport à toutes les autres, je pense qu'on est largement souverain sur cette source-là. Je vous propose qu'on passe à une deuxième question. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans le public ? Votre nom, prénom et voilà. Godefroy Jean-Paul, élu de Chauménil, président du comité opérationnel de l'eau de la région de Brienne-le-Château. Donc ma question, elle est dans ce que vous venez de dire par rapport au débat public. Est-ce que la population s'approprie réellement la démarche de concertation et d'échange ? Vous avez fait la remarque des élus, mais la population en tant que telle de base, que nous sommes finalement pour ici. Jamais assez, c'est certain.
mais le débat public sur le lancement du programme EPR2 et son premier projet, il y a eu, je vous ai dit, 10 grands temps forts nationaux avec à chaque fois des salles de 200-300 personnes remplies. Elles étaient comme vous, la plupart du temps doublées en ligne, et il y a eu des pics de connexion à 1000-2000. Bon, surtout, il y a une plateforme pour poser des questions. EDF a répondu à quasiment 300 questions sur les 4 mois, puis des questions vraiment précises. Et la plateforme permet aussi de donner des expressions, voilà, des avis, comme ça a été fait. Et il y a eu plus de 10 000 contributions. Donc on peut se dire, à l'échelle de 70 millions de Français, peut-être c'est là où je dis on peut faire mieux, mais en tout cas, dans les débats publics récents, celui qui a eu a été quand même largement suivi. Donc, mais vous avez raison, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et c'est une question à la fois pour ceux qui portent les projets, mais c'est aussi une question pour ceux qui organisent les débats. Et je parlais de la Commission nationale du débat public aussi. C'est l'occasion de rappeler que, également ce soir, pour ceux qui regardent en streaming, ils peuvent aussi faire une contribution et poser des questions. On arrivera toujours à trouver un moyen de leur répondre. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle, dans la mesure où pour l'instant il n'y a pas de questions via Internet? Voilà. Pareil, même programme, nom, prénom et fonction. Bruno Fauvel. Alors j'ai encore des fonctions, mais elles vont se terminer au 31 décembre. Je suis membre du Conseil économique régional. J'entends bien l'optimisme sur le PR2, et je ne reviens pas sur le principe, parce que j'ai une position particulière. Mais il est vrai que vous avez un contre-exemple qui est l'EPR. Et l'EPR, si on en revient au débat, au début du programme, c'était quelque chose qui devait fonctionner très rapidement à un coût relativement modeste dans le périmètre des financements du nucléaire. On en est en 2023, on en est toujours là, et les coûts ont explosé. Alors, comment vous êtes sûr de maîtriser, les coûts financiers de l'EPR2, et êtes-vous certain que ça va vraiment fonctionner ? Parce que c'est bien d'engager notre société vers un avenir que vous jugez prometteur, mais si ça nous coûte cher et que ça ne fonctionne pas, vous comprenez que la société, il faudra bien qu'elle le paye un jour. Non mais merci monsieur, c'est fondamental, et j'y suis pour rien, mais c'est justement la planche qui a sauté au début. Cette question, elle est légitime, et c'est peut-être, dans le débat public que j'ai cité, c'est peut-être celle qui est arrivée en premier. À tel point d'ailleurs qu'il y a une séance dédiée sur le retour d'expérience de Flamanville, où ceux qui suivent un peu, il y avait un rapport qui avait été commandité par le gouvernement sur toutes les difficultés rencontrées par Flamanville, qui avait été fait par un industriel, Jean-Martin Folz. Et dans cette séance du débat public, il avait présenté lui-même ce rapport. Donc, premier point, la technologie EPR, ça marche. Il n'y a que Flamanville il est construit, il est dans ses essais de démarrage, mais les 3 autres qui existent dans le monde, aujourd'hui, ils sont à pleine puissance. D'ailleurs, les 3 sont à pleine puissance depuis la semaine dernière. 2 en Chine et 1 en Finlande. Donc ça nous assure que oui, ça a été, excusez-moi, difficile, mais aujourd'hui, ça marche. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va pas reproduire ça ? C'est vraiment la façon de conduire le projet. Je vous ai dit tout à l'heure, sur l'objet lui-même technique, on va apporter des simplifications, mais sans baisser son niveau de sûreté, pour le rendre plus facile à construire. Premier ordre, effet de série, donc on est en programme, donc on a les industriels qui sont capables de se projeter dans la durée. On engage beaucoup plus de standardisation et de préfabrication. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, parce que ça a souvent défrayé la chronique à Flamanville. Sur un chantier EPR2 par rapport à Flamanville, il y aura 30% de soudure qui seront faits en moins sur le site. Au prix de plus de choses faites en usine et en atelier, parce que là les conditions sont plus faciles que in situ. Et je vous donne cet exemple, mais je pourrais vous en citer plein, où on va être dans quelque chose de beaucoup plus standard, de beaucoup plus répétitif, et qui va finalement, on va peut-être qu'à Panly ça va être un peu dur, mais après à Gravelines ça va aller mieux, et puis le 3e et le 4e, et le parc nucléaire qui s'est construit s'est fait comme ça. Donc vous dire que ça sera facile, les doigts dans le nez, non, je ne vais pas vous le dire ce soir, mais en tout cas qu'on ait tiré les leçons et qu'on n'ait pas, entre guillemets, on n'en est pas bavé pour rien à Flamanville, oui, ça c'est sûr qu'on ne veut pas reproduire ça. On est les premiers à EDF à pas envie de revivre ça. Et donc EPR2, le 2, il est justement là pour tenir compte de tout ce qu'on a appris. Merci. À moins qu'il y ait une question immédiate, on va reprendre le fil. Allez, une dernière question et on part sur la deuxième thématique. À nouveau, M. Godefert.
Donc, vous venez de nous dire que 2 EPR fonctionnaient en Chine, 1 en Finlande. En France, qui aura la maîtrise de la construction de nos EPR? Parce que s'ils fonctionnent ailleurs, il y a bien quelqu'un qui les a modélisés. En France, l'EPR de Flamanville, c'est bien EDF qui était à la fois le constructeur et en sera l'exploitant. Les EPR2, c'est également EDF qui en sera les exploitants et qui va, quand je dis va les construire, EDF les construit avec la filière industrielle nucléaire française. Les spécialistes de BTP, la cuve du réacteur et le circuit primaire, vous savez, c'est Framatome. La turbine, c'est... D'ailleurs, elle est en train de revenir chez EDF, c'était ex-Alstom qui est passé par General Electric et on revient. Donc c'est les grandes entreprises de la filière nucléaire. Donc non, ça restera français et sous maîtrise d'EDF. Merci. On va passer à la deuxième thématique. Il y aura de toute façon d'autres moments pour échanger en questions-réponses avec le public. Alors, la deuxième thématique, on a parlé du contenu de ce qu'était le programme EPR2. Eh bien, on va parler territoire maintenant et savoir comment eh bien, les dirigeants locaux ou les populations locales s'approprient ou peuvent s'approprier ce projet sur le long terme en France d'EPR2. Donc on va parler du comité d'appui visant à accueillir 2 réacteurs EPR nouvelle génération à la centrale de Nogent-sur-Seine, un projet qui fédère les acteurs institutionnels et économiques dans les départements de l'Aube et de la Seine-et-Marne. Pour en parler, 2 invités, Estelle Bomberger-Rivaux, maire de Nogent-sur-Seine, bonsoir, et Philippe Pichery, président du département de l'Aube et également président de la CLI de Sohenduy, il faut le rappeler. Merci. Bonsoir. Philippe Pichery, une première question. Le 25 août dernier, une vingtaine d'acteurs institutionnels et économiques se sont réunis à la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine pour former un comité d'appui à l'installation de 2 réacteurs EPR dans l'Aube. Pourquoi une telle mobilisation? Pourquoi c'est nécessaire? Alors, dans le prolongement de ce que nous a expliqué Antoine Ménager, on a bien compris au niveau du territoire que pour réussir, il fallait répondre à des préoccupations majeures, notamment la disponibilité du foncier par rapport à l'établissement existant, et puis aussi quand même la formation nécessaire pour le nombre important de salariés qui travailleront sur le futur établissement, et puis aussi tout ce qui concerne l'accueil de ces salariés qui seront très nombreux, puisque si cette opération se fait, et on le souhaite activement, il va y avoir beaucoup de populations nouvelles qui vont arriver sur notre territoire. Alors on reviendra sur ces besoins justement avec vous deux le long et donc la mobilisation. Voilà, la mobilisation, elle avait pour but de dire de façon collective, puisqu'elle implique les 2 régions, les 2 départements, l'Aube et la Seine-et-Marne, les Comcom qui sont concernés côté Aube, côté Seine-et-Marne, bien sûr la commune de Nogent. La mobilisation, elle avait pour objectif de passer un message très clair, qu'on était tous mobilisés pour poursuivre les études qui conduiront, on l'espère tous, au succès et à l'implantation de cette EPR2 sur la centrale de Nogent. C'est, comme M. Ménager disait, pouvoir montrer qu'une population se mobilise pour un tel projet. Et vous disiez que ça comptait énormément dans la concrétisation de ces projets. Bien sûr. A contrario, on ne dirait pas implanter un réacteur dans un territoire qui ne nous veut pas. Voilà. Mais quand on nous veut, on y va encore plus volontiers. Très bien. Estelle Bomberger-Rivaux, justement, en quoi vous estimez que c'est possible, cette installation EPR dans l'Aube, et en quoi vous estimez que c'est une chance pour votre commune, qui évidemment est aux premières loges, si je puis dire, et pour le territoire? Alors,
Il faut savoir que la centrale de Nogent-sur-Seine est une centrale qui est quand même très bien ancrée sur son territoire et surtout très impliquée. Donc elle fait entièrement partie du paysage nogentais aujourd'hui. L'identité de Nogent-sur-Seine, c'est les moulins soufflets, 2, la centrale, ou inversement, peu importe, en fonction de l'âge qu'on a en général. Donc la centrale, c'est finalement c'est notre quotidien à tous. Donc il n'y a pas de sujet particulier autour de la centrale à Nogent-sur-Seine. Tous les Nogentais finalement connaissent des personnes qui travaillent à la centrale nucléaire. Les salariés sont parfois des élus. Moi-même, dans mon conseil municipal, j'ai des élus et des adjoints qui travaillent à la centrale, parfois des présidents d'associations. Donc voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à la centrale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, au-delà de toutes les actions qui sont menées par EDF pour s'ancrer localement, à travers des journées portes ouvertes, à travers des journées forum de l'emploi, etc. Donc, à partir de ce moment-là, étant donné que EDF est pour nous un acteur, j'ai envie de dire comme un autre, un acteur local essentiel pour notre développement économique, d'une part, il fait partie de notre identité, d'autre part, c'est un moteur du développement économique de tout un territoire. Et à ce titre-là, le souhait de chacun, c'était de pouvoir poursuivre avec cet acteur local cette aventure finalement économique. C'est la raison pour laquelle, dans cette adhésion locale, on a d'abord travaillé en tout premier lieu et avant même de mobiliser les acteurs politiques locaux, on a travaillé finalement pour savoir si une candidature était quelque chose de positif, enfin de ressenti positivement ou non par le territoire des 20 km, puisque c'est le territoire de notre CLI à Nogent-sur-Seine. Et donc, le sujet principal, c'était de savoir quel est le niveau d'adhésion, finalement, des populations qui, elles, ont la boîte du comprimé d'iode dans leur tiroir à pharmacie. Et à partir du moment où le niveau d'adhésion sur un tel projet était extrêmement élevé, et il y a plus qu'une adhésion à ce projet, il y a un vrai enthousiasme qui est porté au niveau local pour ce projet EPR2. À partir de là, on a enclenché la suite avec les acteurs politiques locaux qui sont essentiels aussi sur cette mobilisation. Donc, identité locale, développement économique et cette volonté, on en parlait tout à l'heure, M. Ménager, de porter cette souveraineté énergétique française, de l'incarner sur le territoire, c'est quelque chose qui rend très fiers aussi les Nogentais et l'ensemble des habitants sur l'ensemble du territoire. Sans aller dans des détails techniques, en quoi ce site est, on va dire, plus performant pour accueillir un EPR2 qu'un autre territoire? On m'a parlé beaucoup, par exemple, des ressources en eau qui permettaient de gérer parfois mieux une telle arrivée. C'est vrai? Comment on peut l'expliquer? Absolument. Ce site, il présente une disponibilité foncière très importante. Effectivement, la problématique de l'eau est importante et dans ce cadre-là, la présence des barrages réservoirs qui régulent le débit de la Seine constitue aussi un atout très conséquent. On titre ce projet comme le chantier du siècle dans l'Aube. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux journaux ou est-ce que vous le ressentez comme ça? Je vais vous poser la question à tous les deux. Estelle. Alors, le chantier du siècle, ce sera le cas si la candidature du site de Nogent-sur-Seine est retenue. Oui. Et pour l'instant, j'ai envie de dire c'est le projet de la décennie, en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui fédère les acteurs locaux, qui fédère les citoyens, qui fédère les acteurs économiques qui sont déjà en train de se regrouper, notamment au niveau des prestataires et de ce cercle vertueux qu'impulse finalement le développement de la centrale, le développement potentiel de la centrale. Donc tout ça, ça crée encore une fois ce cercle vertueux qui va vers un regain de dynamisme. Philippe Pichery, chantier du siècle, projet de la décennie. Oui, je pense qu'on peut utiliser la terminologie chantier du siècle par les montants financiers qui vont être en jeu et qui sont à compléter par tous les investissements qui seront induits par le PR2 dans la vie quotidienne des personnes qui travailleront ou que feront vivre
que fera vivre cette EPR2. Donc c'est vraiment, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait un chantier de cette importance dans l'Aube avant très très longtemps. Oui, je pense qu'on peut utiliser la terminologie chantier du siècle. Ma question s'adresse aux élus que vous êtes. Vous avez en partie répondu, mais je veux vous entendre de nouveau parler de ça. Comment vous avez anticipé les réactions des habitants? Vous parliez de ce retour positif, mais justement, d'une manière plus générale, comment on communique sur le sujet? Vous avez une ambition de construction pour le territoire, avec évidemment un sujet qui nécessite un débat public, donc qui amène à beaucoup d'interrogations. Comment on communique sur le sujet? Alors, comment on communique? J'ai envie de dire qu'on a été quand même relativement aidé par le contexte national. Payer son électricité x3 à partir de l'année prochaine, ça provoque quand même une certaine prise de conscience et un certain nombre de réflexions. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ensuite, comment on provoque? Je crois que les CLI ont un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Alors, pas seulement les CLI, mais aussi les CLI. Je pense que le fait d'avoir une commission locale d'information qui évoque l'ensemble des sujets, qui permet d'avoir un dialogue régulier, constant, transparent avec EDF, ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux et ça permet d'expliquer. On est régulièrement en train d'expliquer, d'envoyer des documents d'information, d'organiser des réunions publiques, nous aussi. Voilà, il y a ce contact et cette proximité qui aide beaucoup, en fait. En tant que président du département et d'ACLI. Ouais, j'adhère complètement à ce que dit Estelle. Je crois, comme elle l'a expliqué, que la centrale fait partie du quotidien de tous les habitants de ce département et ils ont bien vu ce qu'elle apportait, comment ça fonctionnait. Donc c'est un équipement qui est totalement apaisé par rapport à son environnement. Et puis la deuxième chose où je rejoins Estelle, c'est qu'il faut sur des thématiques de cette nature faire œuvre de pédagogie et de transparence. Je pense que le fait qu'on communique sur la réalisation d'un comité d'appui, qu'on communique régulièrement sur un certain nombre de choses, et dans ce cadre-là, la CLI de nos gens joue un rôle absolument essentiel. Vous reparliez de ce comité d'appui. Est-ce qu'il sert aussi de relais fort auprès des pouvoirs publics? C'est ça l'intention, c'est de dire il y a un guichet unique? Oui, c'est un message fort, il y a un guichet unique, et un message encore plus fort, on était tous collectivement mobilisés pour faire réussir cette candidature. Question maintenant que je vais vous poser à tous les deux. On va aller dans le concret de ce projet. Et avant l'installation proprement dite, il y a plusieurs étapes de travail. D'abord, l'évaluation des besoins nécessaires à la construction. Pour comprendre la dimension du projet, qu'est-ce que ça nécessite en termes de construction sur un territoire tel que Nogent? Ça va demander beaucoup de choses. Alors oui, le projet, s'il est retenu sur Nogent-sur-Seine, va supposer d'avoir une réserve foncière qui est déjà en cours de fléchage, j'ai envie de dire. Donc EDF sur le site a déjà une réserve foncière puisque à la base le site de Nogent-sur-Seine devait accueillir 4 réacteurs et seuls 2 ont été construits. Alors comme il a été mentionné tout à l'heure, le programme EPR2 mentionne à chaque fois la construction de 2 réacteurs complémentaires, contrairement à Flamanville où il n'y en a qu'un seul. Donc ça suppose quand même une réserve foncière très importante. EDF en a une partie, mais elle doit se porter acquéreur d'une autre partie. Donc là, il y a un travail qui s'organise sur tout ce qui est acquisition foncière, sur tout ce qui est compensation agricole, puisque ce sont essentiellement des terres agricoles qui vont être choisies, et un travail également sur les potentiels, enfin les futures compensations environnementales, parce que vous savez que sur chaque espace construit, il faut finalement redonner l'équivalent, voire plus, à l'environnement. Donc on travaille à la fois sur l'acquisition des terrains pour les chantiers et pour l'EPR, sur finalement l'indemnisation des agriculteurs avec des échanges de terrains
ou avec une indemnisation, et sur les réserves pour la compensation environnementale, ce qui fait quand même trois niveaux de travail au niveau du foncier à intégrer. Sur son foncier, Philippe Pichery, Oui. c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, ou est-ce que c'est plutôt une vision optimiste par rapport à... Bon, je pense Par rapport au que territoire. l'histoire fait que ce sera relativement aisé, mais la complexité, elle sera, et Estelle l'a évoqué, dans les compensations et dans l'équilibre de tout l'écosystème et de tout l'environnement, dans un contexte où il y a d'autres gros projets qui concernent le Nogentais, notamment le canal au grand gabarit qui va arriver dans les années à venir et qui va être pour partie concomitant à cette nouvelle opération de PR2. Le port de Nogent qui va jouer un rôle essentiel. Donc, je dirais il y a une complexité, mais qui est exaltante par rapport à la construction d'un territoire et qui justifie encore plus la mobilisation collective, parce qu'il faut co-construire finalement dans la lignée de ce projet qui est le projet phare, il faut co-construire aussi l'intégration de différents projets très importants qui se dérouleront dans les années à venir dans le Nogentais. Le tout autour d'une réserve naturelle nationale. Voilà. Ce qui est encore plus compliqué. Deuxième étape et deuxième axe de travail, l'anticipation des recrutements. On n'a pas encore dit combien d'embauches ça pouvait amener pour la construction et ensuite, et comment le faire dans un marché de l'emploi extrêmement tendu. Ça fait partie des pistes de réflexion, et c'est bon, Berger-Rivaud. Alors là aussi, on a commencé à mettre les acteurs autour de la table, puisque dans l'hypothèse où le site de Nogent est retenu, ça veut dire qu'on a au moins 5000 salariés en plus sur la centrale et ça peut porter jusqu'à 10 000 au moment des pics d'activité. Alors, le principe, il est assez simple, c'est de favoriser la formation et l'emploi au plus proche de la centrale, tout en sachant que le modèle EPR2 étant dupliqué, un certain nombre de salariés seront aussi finalement transposés d'un site à l'autre, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur les formations, ce qu'on fait avec le département, la région, enfin avec les départements, les régions, tous les acteurs qui peuvent être concernés. L'objectif étant de mettre tout le monde dans des starting blocks pour que finalement, dès lors que le site est retenu, on puisse ouvrir ou enclencher d'autres types de formations complémentaires pour que le bassin local puisse aussi être concerné par la construction des 2 EPR. Philippe Pichery, 10 000 emplois durant le chantier, 3 à 5 000 ensuite, ça fait rêver un président de territoire comme vous, je suppose. Oui, bien sûr. Bon, il y aura des emplois, des nouveaux venus sur le territoire, donc qui s'installeront, qui apporteront effectivement de l'activité en tout domaine, bien sûr de l'emploi, mais dans le lien social entre les populations. Et puis par rapport aux gens qui sont en difficulté par rapport à l'emploi actuellement, qui sont en recherche d'emploi, et moi je pense particulièrement aux bénéficiaires du RSA, qui sont donc confiés au département et pour lesquels il va y avoir des opportunités de trouver des emplois pérennes et donc qui sont des emplois intéressants et de s'intégrer dans une équipe. Dans une équipe, ça ouvre des perspectives, je crois, passionnantes et que l'on doit saisir. Alors, justement, vous parliez de l'installation. Avoir autant de gens qui viennent, parce qu'il y en aura, ce ne sera pas uniquement, on va dire, dans le vivier d'emplois existants, ça veut dire des logements en plus, des infrastructures en plus. Comment on s'attaque à un véritable défi, là? Parce que des logements, ça ne se prévoit pas en 3 mois. Ouais. C'est vrai, et donc la première question, c'est celle du logement. Donc tous les organismes, et notamment les 2 grands organismes du logement
que sont Trois Aubes Habitat et Mon Logis, seront prêts à répondre à un certain nombre de besoins, à condition bien sûr que les fonciers pour l'implantation soient disponibles. Donc il y a tout un travail en amont et sûrement que l'État qui maîtrise les financements d'un certain nombre de logements aura à cœur d'accompagner cet accueil de l'EPR2. C'est bon, Berger, sur cette question des infrastructures qui vont être exigeants. Alors, dans un premier temps, les infrastructures auxquelles on pense, c'est le logement. Le reste vient après, hein, tout ce qui est école, etc., ça vient dans un deuxième temps. Pour le logement, nous sommes en train de réviser notre PLU, donc plan local d'urbanisme, justement pour flécher des zones sur lesquelles on pourrait accueillir du logement dans l'hypothèse, encore une fois, où le projet est retenu. Donc on a notre PLU, on travaille sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est les besoins croissants selon une croissance classique de la ville et du territoire. Le deuxième niveau, c'est dans l'hypothèse où le site de Nogent est retenu, alors on a fléché d'autres terrains qui pourraient tout de suite être quasiment mis à disposition pour la construction de logements. Après, il y a plusieurs types de logements. Il y a du logement pérenne, il y a du logement non pérenne. Donc tout ça, ça se travaille aussi. D'où l'intérêt du comité d'appui, parce que ça met vraiment tous les acteurs autour de la table. Alors Nogent est concerné, il y a un périmètre entier qui va être concerné, donc l'ensemble des maires, au final, sont en train de retravailler leur PLU pour, dans l'hypothèse positive, finalement enclencher la suite. PLU, plan local d'urbanisme. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Justement, là, on parle d'une infrastructure. On sait que tout ça amène à un débat public parce que ça amène à des interrogations. C'est une question que je vous pose à tous les deux. Vous répondez ou pas, enfin vous choisissez. Mais est-ce que vous pensez qu'un tel projet ne fait plus peur à l'opinion locale, ou est-ce que ça amène encore à des questions et des questions et des questions? Bon, moi, je pense les premiers contacts qui ont été noués montre que ce projet ne fait plus peur. On l'a expliqué par le fait que la centrale, elle fait partie du paysage nogentais, et donc les gens se sont habitués et ils reconnaissent tout l'intérêt qu'a cet équipement dans leur vie quotidienne. Donc pour moi, ça ne fait plus peur. Je confirme, il n'y a pas beaucoup de craintes. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'ASN qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que, en fait, aujourd'hui, les Français, de manière générale, ne sont pas spécialement inquiets par le nucléaire, et a fortiori encore moins ceux qui habitent au plus proche. C'est-à-dire que plus on habite proche d'une installation nucléaire, et moins on est inquiet. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le fait aussi de l'information, finalement. On montre bien que plus on informe les gens, et moins il y a d'inquiétude, parce que finalement, il y a plus de compréhension. Ce qui crée souvent les peurs, c'est l'incompréhension ou l'inconnu, en fait. Donc non, il n'y a pas de crainte particulière. Encore une fois, il y a un vrai enthousiasme, par contre. Dernière question, dans ce travail de comité d'appui, d'implantation dans les têtes de ce projet, est-ce qu'il y aura d'autres consultations ou des consultations spécifiques pour le public à partager ce projet avec des élus ou avec des techniciens de la chose, si je puis dire? Oui, alors il y en a déjà. Oui. Il y en a déjà. On a eu une réunion publique le mois dernier. On a notre assemblée générale au niveau de la CLIN Nogent la semaine prochaine. Régulièrement, on évoque ce projet dans des documents de communication. Il y en a déjà, et il y en aura encore plus au fur et à mesure que finalement ce projet se concrétisera ensuite. Donc là, il n'y a pas de... C'est une évidence, en fait, d'informer et de débattre, et puis d'écouter aussi les interrogations pour pouvoir y répondre. Oui, et je dirais, au-delà de cette information qui est permanente, les multiples procédures qui seront mises en œuvre pour aboutir dans des thématiques qui touchent le projet, foncière, emploi et autres, seront là aussi pour informer en continu le public. Et je voudrais ajouter une chose, les délais dont on parle peuvent nous sembler un peu loin.
Et le temps presse. Ce que l'on a co-construire ensemble est quelque chose effectivement de magnifique, mais il faudra du temps. Je me faisais récemment la réflexion que c'est en 2017 que la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques a été annoncée. Et on voyait 2024 très loin, et on y est. Et moi, j'ai l'impression que c'est hier que j'ai fait l'annonce dans l'Aube du dispositif qu'on allait mettre en œuvre pour agir et pour exister lors de cette échéance qui nous semblait bien lointaine. Donc, le temps est compté et la mobilisation de tous est essentielle pour réussir. Très bien, merci. On va passer justement à la deuxième volet de cette deuxième thématique, c'est-à-dire les questions publiques. On se donne à peu près un quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Là, on parle donc de l'envie d'implanter ce programme EPR2 au sein de l'Aube à Nogent-sur-Seine avec les atouts que cela engendre, que les élus ont décrit. Maintenant, libre à vous de les questionner pour mieux comprendre un petit peu cette ambition d'installation du programme EPR2 dans l'Aube. Est-ce que vous avez déjà des questions dans le public ? Monsieur Godefert, encore. Donc, j'ai bien compris ce que vous venez de nous expliquer sur Nogent-sur-Seine, si ce n'est que, à mon avis, ce qui nous manque un petit peu, c'est les repères du temps. À savoir que la centrale actuelle, sauf erreur de ma part, dans mon esprit, ça fait environ 35 ans qu'elle fonctionne, je ne sais pas exactement. Donc, depuis 1986. D'accord. Donc, on parlait de 60 ans. De possibilités de fonctionnement, donc il lui reste encore 23-24 ans à faire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il pourra y avoir juxtaposition de production entre l'EPR2 et la centrale existante, ou alors est-ce qu'elle sera mise en service une fois que celle-ci aura cessé de vivre? Allez-y. J'ai l'impression que ça s'adresse quasiment plus à EDF, mais je me permets de répondre. Non, je l'ai dit, par rapport aux trajectoires de décarbonation, sous réserve de leur sûreté, les réacteurs actuels, il faut les amener le plus loin possible. 60, c'est une valeur repère, mais je vous dis, de toute façon, c'est tous les 10 ans que le réexamen de sûreté et doit dire qu'on peut continuer ou pas. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à vocation d'être en plus. Je vous ai cité beaucoup la Normandie où ça commence, c'est aussi 2 réacteurs de 1300 MW à Panly, et ça va venir en plus, c'est pas à la place. Et même à Gravelines, où là, ces réacteurs, c'est des 900 MW qui sont en train de passer leurs 40 ans, ça a bien vocation à être en plus. Alors évidemment, ils ne sont pas éternels. Et même si on sait qu'aux États-Unis, il y a déjà des exploitants qui obtiennent 80 ans dans un contexte différent et tout, de toute façon, à un moment donné, ils ne sont pas immortels, nos réacteurs, ils devront s'arrêter. Mais à court terme, ce n'est pas à la place d'eux, c'est plutôt en plus. C'est plutôt ça qui est visé. Alors pour reprendre un petit peu vos réflexions, donc... là où vous êtes en train aujourd'hui de nous présenter le terreau que vous mettez en place, j'ai bien compris qu'il y avait a priori suffisamment d'eau pour arroser la petite graine qui en sortira. Mais quand pensez-vous que cette petite graine risque de sortir au mieux? Alors, le président de la République doit donner sa décision avant la fin de son mandat, donc on va dire 2026. L'objectif serait, pour l'instant, une mise en service sur l'un des 4 nouveaux sites en 2035. Donc si Nogent est retenu, ça pourrait être mis en service aux alentours de 2035. Avant de redonner la question au public dans la salle, j'ai une question qui vient d'Internet. Ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir l'origine de la question, je précise en coulisses, parce que j'ai que la question, je ne sais pas d'où elle vient. Mais c'est une question générale qui est très intéressante. Consensus local, 2 points. Est-ce suffisant pour un tel projet qui concerne potentiellement la construction de 2 réacteurs nucléaires? Est-ce que avoir simplement l'aval majoritaire d'une population, j'essaie de retraduire la question, mais elle est comme ça, est-ce que avoir
l'approbation majoritaire d'une population suffit maintenant pour vous à installer un programme nucléaire EPR2. Je reprends la question et j'essaye de la tourner. J'aurais tendance à dire, à la vue des explications qui ont été données, que c'est une condition nécessaire et après, il faut faire en sorte qu'elle soit suffisante. Ici, il y a consensus local et, comme on l'a dit, quand même un vrai intérêt sereinement par la population. Après, c'est si les caractéristiques de l'implantation ne répondaient pas au cahier des charges, qu'il pourrait y avoir donc une difficulté. Mais on s'emploie tous pour faire en sorte de démontrer que le cahier des charges est bien pris en compte sur une telle implantation. Oui, EDF nous a toujours dit que le consensus local est un élément déterminant, mais ce qui fera basculer le choix en faveur d'un site ou un autre, c'est surtout le côté sûreté et sécurité. Voilà. Il peut y avoir un consensus local, on peut être extrêmement favorisé en eau, on peut avoir toutes les garanties nécessaires. S'il y a le moindre problème, la moindre interrogation sur la sûreté et la sécurité, en fait, le projet ne tiendra pas. Voilà, la question a été posée et vous y avez répondu, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On peut prendre le temps de poser des questions. Alors, il y en a deux. On va rapprocher les micros. Toujours, essayez de vous représenter parce que c'est toujours utile. Oui, donc Bruno Fauvel. Alors, je comprends bien que l'acceptabilité sociale sur un projet nucléaire est plus facile à obtenir dans un endroit où il y a déjà du nucléaire qui est développé. Alors, automatiquement, les populations qui vivent vivent avec plusieurs décennies de retombées, quelles qu'elles soient financières, qu'il n'y ait pas de problème dans le vocabulaire. Et donc, j'imagine bien que c'est plus facile à porter. Bon. Néanmoins, j'ai bien aimé votre dernière intervention, madame, c'est que le problème de sûreté va redevenir en premier plan. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une acceptabilité sociale qui enclenche ou pas. Et là, on réfléchit et on étudie la sûreté. J'ai quand même l'impression que le changement climatique va quand même changer beaucoup les donnes, notamment dans le régime hydraulique. Et il ne faut quand même pas oublier que la centrale de Nogent, au début de sa conception, était sur un fleuve Seine alimenté par l'eau, mais qu'un régime hydraulique qui était quand même particulier, qui alimentait correctement le débit. On est dans un autre système qui se met en place. On voit que les étiages sont quand même de plus en plus durs, de plus en plus intenses. Et j'imagine qu'un projet comme celui-là en EPR a besoin d'eau froide, comme vous aviez dit. Et donc il serait plutôt plus facile à construire techniquement, problème de sûreté, plutôt proche de la mer, ou là où les grands fleuves ont leur maximum de débit, pour tamponner. Voilà. Donc je comprends bien l'acceptabilité sociale, mais j'ai l'impression qu'on part dans un rêve. Alors je comprends que vous avez raison et droit de rêver. En tant qu'élu, c'est aussi d'apporter des solutions. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes dans un rêve. Et que la sûreté va vous ramener à la réalité et que les centrales nucléaires de Nogent seront démontées. Mais rassurez-vous, il faudra des décennies pour les démonter. Il y aura encore de l'emploi. Mais les EPR ne verront pas le jour. En tout cas là. Je parle du rêve, je vous laisse la réalité. Alors, sur la notion de rêve, il faut bien savoir que lorsqu'on a commencé à travailler sur la candidature du site de Nogent, et donc avant même de chercher l'acceptabilité locale, on a posé la question de savoir est-ce que le site de Nogent présente des contraintes qui, a priori, seraient rédhibitoires. La réponse a été non. On a posé la question de savoir si l'hypothèse de la Seine pouvait être finalement une hypothèse qui allait développer une fin de non-recevoir. La réponse a été non. J'ai envie de dire, les contraintes de sûreté sont beaucoup plus fines que ce premier a priori technique. C'est la raison pour laquelle on a lancé ensuite les rencontres, des discussions. Ça s'est beaucoup fait en off la première année parce qu'on ne voulait pas que ça vienne se mettre en carambolage avec la campagne présidentielle et les législatives qui étaient quasiment au même moment. Donc on s'est dit il ne faut pas que ce sujet arrive dans le débat public ni local ni national.
pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on a travaillé finalement en bilatéral pour aplanir les tensions qui pouvaient apparaître au grand jour de prime abord. Il n'y en avait pas. Donc la question de l'eau, c'est évidemment une question essentielle. Pour autant, d'autres centrales sont sur des fleuves qui ont un problème de débit beaucoup plus important. Nogent-sur-Seine n'a pas de problème de débit. L'été dernier, pas 2023 mais 2022, alors même qu'il y avait une sécheresse partout en France, la centrale de Nogent n'a pas du tout été impactée parce que le débit était constant grâce, encore une fois, au Grand Lac. Et on voit bien... Oui, mais ça n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement. Et on voit bien... On voit bien... Laissez répondre Madame Estelle Borgé, on vous donnera le micro après. On voit bien... Vous prendrez le micro. On voit bien finalement à quel point la centrale de Nogent vit aussi des Grands Lacs et vit aussi par la ligne de Soulaine. Donc c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Et moi, de ce que j'ai découvert, c'est qu'a priori, les EPR2 étaient moins consommateurs en eau, mais je vous laisse maintenant la partie réalité. Oui. Non, mais en tout cas, monsieur, avant d'aller sur l'eau, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure dans mon intervention, mais de toute façon, on ne peut pas envisager le nucléaire sans mettre toujours en priorité la sûreté. Et déjà, parler du nucléaire du futur, c'est que la sûreté du présent soit assurée, c'est ce que font les exploitants tous les jours et que vous rapportez. Donc ça, c'est essentiel. Et j'ai dit en plus, on veut les emmener le plus loin possible, mais ce n'est pas inconditionnel, parce que vous le savez, il y a les examens de sûreté, il y a la SN qui veille dessus. Donc tout ça, évidemment, il n'y aura jamais de compromis sur la sûreté. Et pour les existants comme pour les futurs. Et en plus, avec des promesses que justement... il y a un niveau de sûreté très élevé sur ces nouveaux réacteurs. Après, quand on se projette loin, et là je reviens sur les effets changement climatique et l'eau, en fait, ça a été dit, et moi dans ma carrière, j'ai été sur le démarrage de la centrale de Civaux. Civaux, elle est sur, c'est pas un fleuve, c'est une rivière, c'est la Vienne, qui se jouette ensuite dans la Loire. Et la Vienne, l'été, vous pouvez quasiment la traverser à pied. Il y a quasiment des étiages autour de 14 mètres cubes secondes, et pourtant c'est 2 réacteurs de 1500 MW. C'est les N4, c'est Comachaux dans les Ardennes, c'est les derniers qui ont été construits en France. Et donc, pourquoi ça fonctionne ? Parce que pour Civaux, on savait d'emblée que c'était une rivière à faible débit et à étiage. Il y a à la fois une régulation en amont, il y a les réserves, c'est Vassivière, mais surtout il y a des systèmes particuliers de cette centrale, de la source froide, qui ont été conçus pour ça. D'abord la sûreté, avec des réserves d'eau de sûreté pour le refroidissement dit de sûreté, et y compris pour la production d'électricité. Il y a des systèmes, je passe les détails, de refroidissement de purge, et pour justement pas réchauffer les truites. Donc on sait faire, et donc alors, c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais à l'échelle de la centrale, c'est pas énorme, et donc on sait faire. On sait faire et on saura faire, y compris pour le futur, en prenant des hypothèses sévères, comme je disais tout à l'heure. Une question via le streaming avant de repasser le micro à la salle. Une question, vous allez me dire qui peut répondre. C'est une question de, pardon, excusez-moi pour la toux, de Pauline Fournier, qui parle du foncier. Interrogation. Aucune possibilité de réaliser le projet avec le foncier actuel. Point d'interrogation. On parle de quelle superficie? Point d'interrogation. Est-ce que l'un de vous saurait répondre sur le fait qu'on ne peut pas utiliser uniquement le foncier actuel et la superficie que ça exige? Moi, je démarre. Alors, cette fois, on commence par la réalité, puis vous assurez. Non, mais en fait, faut voir. Alors, le site de Nogent, il était prévu pour 4 réacteurs, mais évidemment pas prévu pour des EPR2 à l'époque. Donc, un EPR2, je vous l'ai dit, c'est 1670 MW, donc c'est un peu plus puissant, plus gros, plus de dispositifs de sûreté. Donc, ça prend plus de place que les réacteurs qui étaient imaginés au début. Donc, il faut élargir un peu, mais je dirais. Après, c'est assez compact, même de réacteurs EPR2. Au passage, je vous remets les ordres de grandeur. Vous produisez quasiment 5% de l'électricité française sur une cinquantaine d'hectares de réacteurs. C'est quand même aussi à remettre, on parle d'empreinte foncière des énergies, on peut comparer à d'autres énergies, il faut aussi avoir cet ordre de grandeur en tête. Mais après, le truc, c'est qu'il faut les construire. Et en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a été dit. Nous, on estime qu'il faudra 8000 personnes au pic du chantier et donc faut installer les installations de chantier pour conduire le chantier. Et c'est ça qui prend de la place, mais pour un transitoire d'une 10-15aine d'années.
Mais une fois que c'est construit, ça ressemble à ce que vous pouvez connaître. Donc c'est un peu ça qu'il faut organiser, et ça se prépare. Et donc j'entends, les 2 maîtres mots, c'est anticipation et collectif, et c'est ce qui est en train d'être mené ici. D'autres questions dans la salle? Ouais, donc une centrale nucléaire, ça rejette, ça, c'est bien connu. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est des Westinghouse actuellement à Nogent. On connaît leur pollution, on sait ce qu'ils rejettent, c'est même autorisé. Alors maintenant, en mettant les 2 autres à côté, quand il va y avoir un problème, comment va-t-on savoir qui est responsable? Qui a pollué? Qui a mis un impact sur la santé des gens? Parce que là aussi, je me permets de le dire, ça fait 1 heure qu'on est ici en train d'échanger, et c'est très bien. On n'a jamais prononcé ni le mot maladie, ni le mot pathologie. Le nucléaire, bien sûr, ça n'a aucun impact sur la santé. Alors merci de répondre à ma question. Comment saura-t-on qui est le coupable? Alors, il y a des gens qui sont responsables, il n'y a pas des gens qui sont coupables. Et on n'a pas prononcé les mots que vous avez cités, parce qu'aujourd'hui, on est totalement dans des autorisations qui sont délivrées par les pouvoirs publics, qui sont suite à des études d'impact, des analyses environnementales, qui sont d'ailleurs couvertes par le public. Donc les mots que vous avez employés, je ne les répète pas, parce que je les partage absolument pas. Mais comment les responsabilités? Mais c'est assez simple. Le fait qu'il y ait des centrales d'EDF avec 4 réacteurs, il y a plein d'endroits, je vais vous citer plusieurs sites, je peux vous citer Paluel. Moi, en ce moment, je suis beaucoup autour de Gravelines, il y a même 6 réacteurs. Et réacteur par réacteur, on sait ce qui s'y passe. Et on sait, donc il n'y a pas de problème de savoir qui est responsable. De toute façon, l'exploitant EDF est responsable. Et ce qui se passe sur chacun de ces réacteurs, sur un site qui soit 2 tranches, 4 tranches, 6 tranches, on sait parfaitement le dire. Une question justement qui est un petit peu parallèle par rapport à ça, une question de Didier Parot. Comment serait assurée la transparence dans la gestion et la supervision de l'EPR2? Alors je suppose, je retransmets la question, c'est est-ce qu'on repart dans un processus justement de CLI, etc., ou est-ce que ça amène aussi à aller encore plus loin dans un travail de discussion, d'information et de transparence, ou est-ce qu'on est dans un fil conducteur similaire? Je vous l'ai dit très rapidement, vraiment, Panly, qui est celui où on a déposé nos demandes d'autorisation, on est au plus proche de commencer. On est en phase de concertation continue, donc ça veut dire que des réunions publiques, des communications, des échanges de cette façon, ça va continuer pendant toute la phase du chantier, et donc jusqu'à 2035. Et je vous le dis pour Panly, et après chaque territoire fera comme il veut, mais la commission locale d'information pour Panly s'empare d'ores et déjà du chantier. Et donc, pendant toute la phase de chantier de construction, la commission locale d'information, enfin futur exploitant EDF des EPR2 de Panly, viendra rendre compte de l'avancement du chantier, répondre aux questions, comme on le fait ce soir, et ça pendant la dizaine d'années du chantier. Donc non, nous, c'est notre intérêt d'être transparent, de répondre aux questions. Et au passage, pour Flamanville, c'était déjà le cas en commission locale d'information, et toutes les difficultés que chacun a pu connaître, c'est parce qu'elles étaient d'ailleurs notamment évoquées dans les commissions locales d'information. Oui, moi je pense bien sûr que nos CLI ont un rôle à jouer, mais il y a surtout tout un système de surveillance, notamment le rôle de l'autorité de sûreté nucléaire qui c'est certainement le domaine qui est le plus suivi, le plus contrôlé que l'on connaisse. Et donc c'est l'ensemble de ces dispositifs qui répondent à la question posée. Très bien, là on a passé plus de 20 minutes sur les questions-réponses. Je vous propose qu'on passe à la troisième thématique de la soirée. Excusez-moi pour la petite toux d'hiver. On a parlé du contenu du programme, on a parlé de l'installation possible du programme EPR2 dans l'Aube, et en découle, si je puis dire, une question sur la gestion des déchets nucléaires par rapport à la construction de 6 réacteurs EPR de nouvelle génération. Pour en parler, Patrice Torres, directeur industriel et des activités Grand Est de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Vous allez présenter aussi des éléments d'information via
un PowerPoint, et je le dis à la technique, vous pouvez dire directement via votre micro de passer au slide suivant si ça vous permet d'être plus fluide dans vos propos. Première question toute naïve et toute pédagogique, peut-être rappeler déjà ce qu'est l'ANDRA. Alors là, du coup, je vais demander à ce qu'on passe le premier slide, Exactement. puisqu'on va avoir la réponse Voilà, qui va suivre. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à votre question, peut-être simplement 2-3 petits commentaires par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Le premier, alors ça existait déjà précédemment sous la présidence de Philippe d'Allemagne au niveau de la CLI, mais les CLI, même si elles sont rattachées à une installation, c'est extrêmement important qu'elles aient la capacité de prendre du recul, de la hauteur, et qu'elles puissent débattre et échanger sur des thématiques qui ne sont pas uniquement le thème. Donc il s'agit bien de la CLI du centre de stockage de l'Aube, mais je trouve ça fort intéressant. On l'avait fait en son temps sur les déchets FAVL pour une raison évidente, puisqu'on parlait de leur gestion à proximité des sites existants, mais je trouve que c'est extrêmement important. La deuxième, je dirais qu'il va y en avoir 2 autres un petit peu plus légères. Alors, en tant que représentant d'un établissement public, malheureusement, on ne peut pas faire partie du comité d'appui ou du comité de soutien, mais on pourra rappeler qu'à une époque où on a tous un regard tourné vers la minimisation des impacts, si les réacteurs sont proches des centres de stockage des déchets, c'est moins de transport, donc ça peut aussi servir. Et puis la dernière, c'est quelle chance vous avez, EDF, des comités de soutien. Alors, on n'est pas jaloux du tout, mais on a la chance d'avoir des élus qui nous appuient depuis de nombreuses années sur les centres existants, mais à d'autres époques, on en aurait rêvé. On parlait de rêve et de réalité. On aurait rêvé effectivement d'avoir des comités d'appui, des comités de soutien à l'implantation de nos installations, mais ça, c'était plutôt pour la plaisanterie. Donc je regarde la salle, malheureusement je ne peux voir que les gens dans la salle, et je sais que ce que je vais dire maintenant pour répondre à votre question, c'est évidemment des choses qui sont connues et qui sont sues, puisqu'on a la chance, voilà, le plaisir d'avoir... Qui nous regardent aussi. Exactement, et c'est pour ça que je disais, je ne peux voir que ceux de la salle et pas les autres. Donc je vais essayer d'être quand même relativement court. Donc l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est un établissement public, je viens de le rappeler, qui a pour mission principale de rechercher et développer des solutions de protection de l'homme et de l'environnement, de la dangerosité des déchets radioactifs. Et une fois que ces solutions ont été proposées, concertées, validées et autorisées, les mettre en œuvre pour pouvoir les exploiter. Ce sont globalement les 3 missions. Donc nous sommes une petite agence en nombre de collaborateurs, mais nous gérons une mission dont on a le sentiment de penser qu'elle est extrêmement importante, d'utilité publique. Et par contre, nos projets sont amenés à générer aussi beaucoup, j'allais dire, de deniers, si ce n'est public, intermédiaires, puisque ce sont les producteurs de déchets qui payent pour la gestion des déchets qu'ils produisent en application du Code de l'environnement en France, qui prévoit la notion assez simple à comprendre de pollueur, entre guillemets, payeur, c'est-à-dire celui qui produit le déchet, c'est le cas pour nos déchets ménagers aussi, doit participer financièrement ou supporter la totalité des coûts, en l'occurrence c'est le cas ici, pour la gestion de ces déchets de manière sûre. Du coup, on en revient au sujet du jour, qui est le PR2, le programme EPR2. Est-ce que ça a des conséquences sur la gestion des déchets radioactifs? Est-ce que ça change votre travail ou c'est du continuel? Alors, évidemment, ça a un impact. Mais pour nous, c'est une continuité. Dans le sens où, je reviendrai tout à l'heure sur quelques informations que vous avez l'habitude là aussi de vous voir présenter sur les catégories de déchets radioactifs, les volumes de déchets radioactifs. On parle ce soir principalement des 6 EPR. Mais il y a d'autres notions, des 6 plus éventuellement d'autres, mais il y a d'autres notions qui ont été évoquées. Tout simplement le rallongement de la durée de vie d'une centrale, au sens le rallongement de sa durée d'exploitation par rapport à ce qu'on avait imaginé un temps. Évidemment, ça a aussi un impact sur les centres de stockage de déchets radioactifs, puisqu'on le verra, sur les centres de stockage exploités dans l'Aube, un est principalement destiné à recevoir des déchets dits d'exploitation, l'autre principalement destiné à recevoir des déchets de démantèlement ou de déconstruction. Donc si on rallonge l'envie, on va augmenter la production de certains types de déchets. Si on rajoute des installations, sans parler d'EPR, on en a aussi dans l'amont et l'aval du cycle des installations, on va jouer sur les volumes de déchets qui vont être produits. Et je vais me rajouter quelque chose d'important, et je vais vous demander d'avancer sur le slide qui suit, comme ça me fera une transition. La politique énergétique française, indépendamment du nombre d'installations, indépendamment de la durée de vie de ces installations, a un impact sur les volumes de déchets produits. Par exemple, la France, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, on parlait tout à l'heure de souveraineté énergétique, s'appuie sur un principe de retraitement du combustible usé.
combustible usé qui, de fait, n'est pas un déchet radioactif, mais aujourd'hui est une matière, puisque par le retraitement de ce combustible usé, on va savoir fabriquer pour à peu près 96% du volume du nouveau combustible, de type différent, et les déchets, ce ne sera que 4% du volume de ce qui va avoir été traité. Alors du volume, je parle de l'activité radiologique qui est contenue. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que le fait de construire de nouvelles installations ou le fait de rallonger leur vie qui peut avoir un impact. Il y a aussi le choix de notre politique énergétique. On est en débat en ce moment aussi au niveau national et je vous invite à consulter la documentation et à intervenir en tant que de besoin. Et de notre côté, pour éclairer tous ces débats, on produit, c'est la loi qui l'impose, tous les 5 ans, l'inventaire des matières et des déchets radioactifs. Et il se trouve, ça c'est le hasard des calendriers, que demain, nous allons proposer dans un premier temps à la presse, et ça sera mis en ligne juste après la conférence de presse, les données du nouvel inventaire national. Donc les chiffres que je vais vous présenter ce soir, vous pourrez très vite les oublier parce que demain, il y en aura des nouveaux. Même si vous verrez que ces chiffres-là évoluent de manière très faible et c'est bien ce qui est important. Alors, pas besoin de changer les transparents, mais je vais, avant de venir à celui-ci, je voulais juste commenter celui qui était sur la planche précédente. Les déchets, quand on parle d'installations nucléaires, sont quelque chose d'extrêmement important. Et l'État, dès le début des réflexions, a sollicité l'ANDRA pour justement répondre à la question que vous m'avez posée et qui fera l'objet de ce que je vais évoquer ce soir et en tout cas de la conclusion. Quel sera l'impact sur les centres de stockage de nouveaux programmes, au sens large, de construction de réacteurs 6, 6+8, à savoir. Et donc, ce qui ne se fait clairement pas dans l'industrie conventionnelle ou classique, pour l'industrie nucléaire, vous devez, dès le départ, avant même les autorisations et dans les documents que vous produisiez pour demander les autorisations, expliquer les déchets que vous allez produire et ce qu'il en sera fait. Et donc l'ANDRA s'est déjà exprimé il y a maintenant presque 2 ans sur cette question. Quels volumes supplémentaires seront produits? Ça, c'était le rôle d'EDF de l'indiquer. Et l'ANDRA, son rôle, c'était de prendre en compte, sur la base des chiffres produits par EDF, l'impact et d'analyser l'impact sur ces installations existantes ou ces installations en projet. Donc ce soir, je vais évidemment parler des installations existantes. C'est ce qui nous réunit, là, encore une fois, la Commission locale d'information, c'est celle du centre de stockage de l'Aube. Mais également, j'aborderai le projet CIGEO, puisque là aussi, il y a des considérations à avoir. Ce transparent-là, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est simplement pour rappeler que quand on parle de nouveaux EPR, on a quasiment le panel complet des déchets radioactifs. On va retrouver des déchets radioactifs de faible et moyenne activité, principalement à vie courte, ce qu'on reçoit sur le CSA. On va parler de déchets de très faible activité. Évidemment, on aura via principalement le combustible et au moment du démantèlement des déchets en lien avec les hautes activités ou les moyennes activités vie longue. Ça, c'est le projet CIGEO. Par contre, on n'aura pas de déchets de faible activité vie longue ou dans des quantités infiniment faibles, puisque ces déchets-là ont principalement été générés par l'exploitation de centrales anciennes dites UNGG, les uranium naturel graphite gaz, ou par l'industrie non électronucléaire, Rhône-Poulenc, Solvay aujourd'hui, voilà, des industries de ce type. Donc ça permet de fixer qu'une centrale, ça produit quasiment le panel complet des déchets radioactifs que l'on a à gérer. Et maintenant, on peut avancer sur le transparent qui suit et rappeler également, de ce fait, que plus de 90% des volumes des déchets qui seront produits, c'est même bien au-delà, mais je préfère rester, puisque les choses peuvent évoluer légèrement, mais en tout cas, plus de 90% des volumes sont des déchets qui ont déjà une solution en exploitation, puisque ce sont les centres de stockage que l'on exploite dans l'Aube avec le CSA et le CIRES. Évidemment, ces volumes de déchets n'intègrent qu'une faible partie de la radioactivité contenue dans les déchets, puisque le gros de la radioactivité, plus de 90% dans ce cas-là, est contenu dans une faible part des volumes constitués par les déchets de haute activité et une moyenne activité à vie longue. Et là, on est sur le projet CIGEO. On peut avancer au transparent qui suit. Les centres donc, que vous connaissez ici, le centre historique pour l'Aube, le centre qui nous permet de prendre en charge des déchets de faible et moyenne activité, principalement constitués de radioéléments à vie courte. Nous sommes ici sur des déchets d'exploitation,
je réinsiste sur ça, si une centrale est autorisée à fonctionner 10 ans de plus, elle va produire plus de volume de ces déchets-là. Sur le CIRES, donc le centre qui nous permet de gérer les déchets de très faible activité, on va être majoritairement sur des déchets liés à la déconstruction. Évidemment, quand une centrale exploite, si on dit que tous les 10 ans, il y a des réexamens de sûreté, la vie d'une centrale, c'est comme de nombreuses usines, c'est aussi beaucoup de modifications, beaucoup d'adaptations, et donc elle va générer tout au cours de sa vie, pas uniquement des déchets dits d'exploitation, des filtres, des outils de fonctionnement, mais aussi des déchets de très faible activité en lien avec le remplacement de certains matériels, ou là encore, basé sur le principe du zonage déchets, les déchets qui méritent un traitement particulier. Et donc ce sont les déchets que vous connaissez, puisque ce sont ceux que nous prenons en charge dans l'Aube après les avoir pris en charge dans la Manche, puisque le premier centre, vous en souvenez, a été exploité de 69 à 94 dans la Manche. On va avancer sur le transparent qui suit, et là je rentre, je dirais, de pieds joints sur votre question. L'impact de nouveaux EPR sur les centres existants. Le transparent que je vous affiche, il n'est pas connecté à une éventualité de nouveaux EPR sur nos gens, puisque pour le moment, ce qui est quand même le plus avancé, ce sont les 6 EPR, et donc c'est le travail qui a été fait. Après, je pense que les règles de 3, on est tous capables d'en faire, donc ça sera relativement facile. Mais nous avons ici affiché à l'écran les chiffres qu'EDF a présentés en termes de production de déchets. Alors vous allez nous dire FMAVC. Donc faible et moyenne activité, voilà, principalement constituée de radioéléments à vie courte, et très faible activité, voilà, puisque nous sommes ici sur les centres qu'on exploite dans l'Aube, ce qui nous concerne le plus, mais évidemment on a la même chose pour les déchets de haute activité et moyenne activité. Nous avons donc là, en phase d'exploitation, pour 6 EPR considérés sur une exploitation de 60 ans, 40 000 mètres cubes de déchets de faible et moyenne activité, principalement à vie courte, qui vont être produits. Le démantèlement de ces installations, pour cette catégorie de déchets-là, produisant, selon les estimations d'EDF, 58 200 mètres cubes. Je vais aller directement à la conclusion, comme ça on ne passe pas trop de temps sur les mails. En fait, c'est strictement rien en regard des capacités de stockage de nos installations ou des volumes globaux qui vont être, que nous allons devoir prendre en charge avec les installations existantes. Quand je dis c'est très peu, voire strictement rien, ça veut dire que pour un centre comme le centre de stockage destiné aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte, construire ces 6 EPR, ça va réduire la durée de vie d'exploitation du centre de quelques mois à 2 ans en fonction des cinétiques de livraison, sur une exploitation qui aura duré alors déjà 30 ans et qu'on estime encore sur 50 à 60 ans. Donc vous voyez que c'est extrêmement limité. Pour un centre comme le CIRES, alors là l'impact il sera plus impactant au global, puisque les volumes de déchets sont un petit peu plus importants. On le voyait précédemment, puisqu'on est à peu près à 100 000 m3 pour le démantèlement et à moitié moins pour l'exploitation. Mais par rapport au CIRES lui-même, au centre que nous exploitons là, vu les calendriers qui ont été annoncés pour la création de ces installations et leur mise en service, l'impact sur le CIRES sera extrêmement faible, puisque le CIRES a aujourd'hui une capacité autorisée qui nous permet d'aller à l'horizon 2030. Si nous sommes autorisés pour l'extension et le projet Acassi, on pourra aller jusqu'en 2040-2045. On voit qu'en fait, on sera sur les premières années d'exploitation de nouveaux EPR. Donc en fait, les volumes de déchets TFA qui seront produits par de nouveaux EPR seront plutôt destinés aux successeurs du CIRES, puisqu'on le dit depuis de nombreuses années, même avec l'extension Acassi autorisée, il faudra une nouvelle solution de stockage centralisé des déchets TFA. Donc là, voilà, de manière assez synthétique et rapide, l'impact de la production de 6 EPR, et si vous en rajoutez 8, sur les centres dits de surface, c'est quelques mois, quelques années d'accélération pour atteindre la capacité autorisée de ces centres. Et concernant les déchets TFA, on aurait du plus, on aura du moins, puisque beaucoup le savent aussi, on en parle souvent, il est prévu de valoriser une partie des déchets qu'on stocke jusqu'à présent, en particulier les déchets métalliques. Donc ces déchets, si ce qu'on appelle le Technocentre, qui est un projet porté par EDF et Orano, voit le jour, permettront d'absorber plusieurs centaines de milliers de mètres cubes
de déchets métalliques qui était destiné au centre de stockage des déchets TFA. Donc vous avez de temps en temps plus de volume, à d'autres moments moins de volume. Vous le verrez, on a un dossier spécifique dans notre prochain journal également sur ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que de nouvelles installations, voilà, ça ne représente absolument pas un challenge pour l'ANDRA, puisque l'ANDRA a été créé et exploite des centres conscients que la politique énergétique française et le nombre d'installations va évoluer, que ce soit en augmentant, en diminuant. Il n'y a pas très longtemps, on nous parlait éventuellement d'une accélération du programme de démantèlement et de déconstruction après la fermeture de Fessenheim. Ça a inquiété d'ailleurs beaucoup dans la presse. Ah, mais que va-t-on faire de ces déchets? On avait toujours expliqué qu'on saurait largement quoi en faire. Là, on parle d'un programme qui conduirait à générer plus de volume, mais l'ANDRA a été créé pour faire face à ces évolutions-là, et on possède les outils, en particulier au travers de l'inventaire national et du PNGMDR, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui donne la ligne de conduite et qui est, après concertation, édité tous les 5 ans. On possède en France les outils de gouvernance qui permettent de réagir positivement à ces évolutions majeures pour notre pays en matière de gestion des déchets radioactifs. Sur les slides qui suivent, on va avoir quelques informations sur, on peut passer celui-ci, mais parce que je l'ai déjà expliqué, sur les déchets donc de haute activité et moyenne activité à vie longue. Là, j'insiste vraiment sur quelque chose. Ce qui est beaucoup plus impactant sur les volumes de déchets de ces catégories, c'est pas tant le fait de construire de nouvelles installations que le fait éventuellement de changer de politique vis-à-vis du retraitement. Est-ce qu'on reste en monorecyclage? Est-ce qu'on part sur du multirecyclage? Est-ce que ces nouveaux réacteurs vont pouvoir utiliser par exemple du combustible multirecyclé? Ça a des impacts finalement plus importants. Et il était déjà prévu qu'on étudie pour CIGEO les impacts de telles évolutions dans ce qu'on appelle l'inventaire de réserve. Et donc avoir de nouvelles centrales, de nouveaux EPR, c'est des choses qu'on a également regardées. Pour CIGEO, aujourd'hui, ce qu'on a mis en évidence, c'est que rien par rapport aux données que nous avons à la conception du centre et à ce que nous avons de disponible, là aussi en matière de foncier, ou ce que nous aurons pour le projet, rien de rédhibitoire n'a été mis en évidence quant à la capacité que nous aurions à prendre en charge les déchets d'un nouveau parc. Évidemment, ça a des impacts sur la surface qui sera nécessaire à les stocker, ça a des impacts sur la durée de vie d'exploitation de CIGEO, et c'est des choses qui doivent se regarder de manière beaucoup plus fine avec les études techniques qui doivent se poursuivre. Autre donnée majeure, ça a été très bien expliqué dans la présentation, la première présentation, les déchets qui seront produits par ces réacteurs-là sont des déchets qui, sur le plan physico-chimique, radiologique et technique, sont tout à fait comparables à ce que l'on produit déjà ou à ce que l'EPR de Flamanville produira. Dans les inventaires, dans les demandes d'autorisation, dans les réexamens de sûreté pour les centres de surface, la loi nous demande de prendre en compte les déchets uniquement pour les installations déjà autorisées. C'est pour ça que le gouvernement nous avait questionné par ailleurs, puisque s'agissant d'installations non encore autorisées, qui allaient être soumises à débat, conscient que dans le débat, il allait y avoir beaucoup de questions justement autour des déchets aussi, il fallait que l'État nous questionne de manière déconnectée de la vie de ces centres, et c'est ce que l'État a fait, et c'est la réponse à laquelle, c'est la question à laquelle nous avons apporté la réponse que je viens de vous présenter de manière succincte aujourd'hui, qui a fait l'objet d'un rapport qui est consultable publiquement. Il y a ce qui a été rappelé dans le cadre du débat sur justement les nouveaux EPR. Il y avait une thématique spécifique sur la gestion des déchets dans laquelle nous étions intervenus. Donc on retrouve toutes ces données, et j'insiste, demain, vous aurez la conférence de presse sur le nouvel inventaire national que nous avons produit, donc c'est tous les 5 ans, même s'il est mis à jour au niveau des volumes tous les ans, et il sera consultable dès demain sur notre site internet pour revenir sur des notions que je viens d'expliquer et rééclairer le fait que non, la gestion des déchets produits par un nouveau parc n'est pas un problème, c'est une problématique qui, grâce au système de gouvernance que nous avons la chance d'avoir en France, et les différents intervenants, ASN, IRSN, les producteurs de déchets et l'ANDRA en l'occurrence, permet de trouver des réponses adaptées et appropriées à ces évolutions de politique énergétique. Très bien. Après toutes ces explications très précises, on va enclencher une nouvelle série de questions-réponses. Est-ce que déjà dans la salle, il y a une question relative donc maintenant. Là, on parle de la gestion des déchets nucléaires. Allez-y, c'est fait pour ça.
On a bien fait l'inviter. Monsieur Godfer, donc oui, par rapport à ce qu'on vient de nous expliquer sur les déchets, moi j'aurais une question relative à... Effectivement, on a vu que dans le traitement de la filière du combustible nucléaire, il y avait un très gros pourcentage qui pouvait être retraité, réutilisé. Je me pose la question, par exemple, dans le cadre de la construction d'un EPR2, on doit être aujourd'hui vertueux dans tout ce qu'on utilise. Notamment, il va falloir mettre des bétons, des besoins en agrégat, des besoins en ferraille. Et là, est-ce que demain, on pourra réutiliser des ferrailles aujourd'hui issues du démantèlement, éventuellement avec toutes les sécurités que cela applique et avec les évolutions réglementaires en conséquence? Ouais. En fait, il y a plusieurs... la question ou l'intervention, elle nécessite de répondre à différentes composantes. Je vais commencer par l'aspect métal. Clairement, aujourd'hui en France, la valorisation des déchets métalliques n'est possible que très récemment, et ça fait suite au débat public, au dernier débat public sur le PNGMDR, à une évolution de la loi, et qui permet par principe dérogatoire, de manière plus simple, la capacité de construire, c'est ce qu'on espère qui sera fait, une installation qui permettra de valoriser au sens récupérer ce qu'aujourd'hui on stocke, le fondre pour fabriquer du consommable métallique. Pour garantir qu'il pourrait être utilisé dans une centrale, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, ça a été dit tout à l'heure, les centrales font partie des objets, comme les centres de stockage de déchets radioactifs, qui sont les plus surveillés. Quand on utilise des aciers ou des bétons, il faut qu'on apporte la démonstration d'un certain niveau qualitatif. Donc si je dois émettre un avis personnel, je ne pense pas qu'on retrouve beaucoup de déchets métalliques issus d'activités nucléaires dans une centrale. Par contre, on les retrouvera ailleurs et ça reste vertueux au niveau du cycle global. Après, il faut se rappeler aussi que les matières métalliques qu'on utilise pour la construction de nos installations, que ce soit pour les centrales ou pareil pour les centres de stockage, vont provenir, alors il y a un standard qualitatif important avec des contrôles, mais ils proviennent du marché international. D'autres pays valorisent depuis longtemps des déchets métalliques, qu'ils soient issus d'installations nucléaires ou pas. Et donc on retrouve aujourd'hui dans la plupart des matériaux qu'on peut utiliser, surtout les fers à béton. C'est beaucoup moins vrai pour des équipements spécifiques qui vont constituer ce qu'on appelle des éléments importants pour la protection. On va beaucoup moins en retrouver. Mais globalement, l'industrie est devenue beaucoup plus vertueuse. Ça, c'est la première partie, c'est une partie de réponse. Une autre partie, où je vous laisse compléter maintenant. Je peux prendre carrément l'autre côté. Non, mais parce que derrière votre question, il y a l'économie circulaire. Et oui, de toute façon, aujourd'hui, tous les industriels et EDF incitent à ça. Donc, je ne reviens pas sur le métallique. Moi, je prends tout à fait l'autre côté, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Les études de sûreté de l'EPR2 intègrent dans son dossier de conception, qui est évalué par l'autorité de sûreté nucléaire, la possibilité de fonctionner avec du combustible issu du retraitement, combustible MOX. Ça, c'est en base. Sur les réacteurs aujourd'hui d'EDF, souvent, ça a été des études de sûreté qui sont arrivées derrière pour avoir cette possibilité. Donc, oui, on le prend dès le départ, cette possibilité. Et donc, sur la partie agrégat, qui est extrêmement importante aussi, parce que très souvent, quand on est habitant d'un territoire, alors comme on est sur des outils nucléaires, c'est ce qui va faire le plus parler au début. Après, plus on se rapproche de la construction, plus on se rapproche de la mise en œuvre de l'outil, plus on va se rendre compte qu'en fait, c'est des choses beaucoup plus basiques que le risque nucléaire qui vont faire parler en termes de nuisance, de nécessité. On l'a abordé tout à l'heure avec simplement le fait de pouvoir accueillir jusqu'à 8000 travailleurs sur un chantier. C'est loin d'être anodin. Et vis-à-vis des agrégats, c'est la même chose. C'est des choses sur lesquelles on a l'obligation, dès le document qui s'appelle l'étude d'impact, qui est une pièce constitutive du demande d'autorisation de création, de vérifier, par exemple pour les agrégats, si l'offre en matière de capacité de fourniture d'agrégats sur un secteur donné est suffisante pour répondre à votre projet. Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça doit passer par l'ouverture de carrières? Et là, on va faire le lien avec le schéma régional d'ouverture des carrières. Ou est-ce qu'on fera venir des agrégats, des matériaux d'ailleurs? Et là, vous allez devoir évaluer, en fonction du mode de transport que vous allez utiliser, l'impact justement des transports de ces agrégats. Alors avec nos gens, un autre peut-être avantage, c'est que certains peuvent être livrés par péniche, d'autres, sur d'autres sites, ça va être du fer ou ça va être du camion. Et donc l'étude d'impact
vous impose, et c'est bien normal, de présenter la totalité de vos impacts, y compris jusqu'à l'utilisation des matières premières, et s'impose à nous tous, pas que dans le nucléaire, à tous les porteurs de projets, ce qu'on appelle la notion éviter, réduire, compenser, ERC, avec laquelle je vous rabâche souvent les oreilles et dont on a beaucoup parlé sur le projet Acassi. Au premier niveau, vous devez éviter les nuisances. Pour éviter les nuisances, il n'y a souvent pas mieux que de réutiliser du foncier qui était soit une friche industrielle, soit qu'on avait déjà, d'utiliser des matériaux qui sont disponibles, qui soient recyclés ou pas. Quand vous ne pouvez pas l'éviter, vous allez devoir tout mettre en œuvre pour réduire, et c'est uniquement à la fin que vous devez compenser. Donc en fait, on est tous, mais pas que les industriels du nucléaire, inscrits par ce que nous impose la réglementation dans cette philosophie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées au traitement des déchets nucléaires? Moi, j'ai des questions via le streaming sur l'EPR au sens large. Ça servira de conclusion, ces questions-là. Mais sur les déchets nucléaires, allez-y. Il y a différents déchets, des déchets de référence, des déchets de réserve et les déchets bitumés. Vous avez quantifié ces différents déchets Alors, si la question est générique, et évidemment, alors, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, je vais essayer moi aussi là, de vérifier que j'ai bien compris la question et surtout de partager ma compréhension pour que les autres puissent comprendre. Si on parle du projet CIGEO, donc le centre de stockage en couche géologique qui est destiné à recevoir les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Nous avons déposé en début d'année la demande d'autorisation de création. Cette demande d'autorisation de création, elle porte sur un inventaire dit de référence. Cet inventaire de référence, c'est 83 000 m3 l'ordre de grandeur. Mais comme je l'ai indiqué, on a dû, dès la demande d'autorisation de création, apporter la démonstration à l'autorité de sûreté nucléaire, à l'IRSN et plus globalement à l'État, parce que la loi nous demandait que ce centre-là serait en capacité de s'adapter à des changements de politique énergétique, à l'augmentation de la durée de vie, par exemple, de certaines installations, à l'arrêt du retraitement, et là on parle de combustibles usés qui deviennent du déchet à stocker, ou à la création de nouvelles installations. Et donc on a apporté la démonstration, en particulier au travers de ce qu'on appelle un inventaire de réserve, de tout un nombre et un volume d'autres déchets qui pourraient éventuellement être pris dans CIGEO. Aujourd'hui, l'inventaire de réserve, il n'intègre pas les déchets d'un futur parc, les 6 EPR ou les 8, pour une simple et bonne raison, c'est encore une fois que vous ne pouvez pas intégrer les déchets pour des installations qui n'ont pas encore été autorisées. Par contre, on sent que l'autorisation pour ces 6 nouveaux EPR, en tout cas pour les 2 premiers, pourrait arriver avant l'enquête publique sur l'autorisation de création de CIGEO. Si c'est le cas, on mettra à jour l'inventaire de réserve de CIGEO pour encore une fois apporter de manière transparente à tous les acteurs les informations nécessaires à émettre un avis et puis pour les décideurs à décider. Quant à la question des déchets bitumés, évidemment que ces déchets qui n'ont rien à voir avec l'exploitation des centrales ou avec celles qu'on pourrait construire dans un nouveau programme, on en connaît les volumes. Ces déchets-là ne font pas partie des déchets pour lesquels on demande l'autorisation dans le cadre de CIGEO. Et on verra, en fonction, nous on apporte la démonstration pour ces déchets bitumés, qu'on peut les prendre en charge tels qu'ils sont aujourd'hui, ou qu'on pourrait les prendre en charge s'ils bénéficient d'un retraitement. Parce qu'il y a 2 options techniques aujourd'hui entre guillemets, qui suivent leur vie de manière parallèle. C'est un stockage en conditionnement tel qu'il soit actuellement, ou un retraitement. Et dans notre dossier, on a bien intégré justement la démonstration qu'on a la capacité à gérer soit une solution, soit l'autre solution. Mais j'insiste, les volumes de déchets bitumés dont on parle sont plutôt des déchets qui viennent du passif de nos installations nucléaires et qui ne concernent absolument pas les centrales exploitées actuellement ou un nouveau programme et donc un nouveau parc. Et tous ces volumes de déchets, super transition, mais ça fait déjà 3 fois que je le glisse, mais j'insiste, demain, voilà, dans la nouvelle version de l'inventaire national, vous aurez évidemment pour toutes les catégories, et vous aurez même, alors je ne vais pas rentrer en détail ce soir, mais pour différents scénarios d'évolution de notre politique énergétique, les volumes à terminaison du parc qui serait produit. En particulier, si on continue le retraitement, si on arrête le retraitement, si on part sur du multi-recyclage. Voilà, en fonction de ces variantes-là, vous avez 4 variantes qui, pour chacune, on vous rappelle évidemment les hypothèses, et on vous donne les volumes pour chacune des catégories qui seront produits et à quel centre ils sont destinés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les déchets nucléaires? Sinon, je passe... Ok, excusez-moi. Tous les quarts d'heure, ça arrive. Aux questions plus générales sur le PR2 que
que j'ai recueillis, généralement je fais les enchères, 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé vendu, je pars sur Internet. Une question de Virginie Bricardi. Alors ça vous adresse, ça s'adresse plus à Monsieur Ménager. Question évidemment qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que l'EPR2 chauffe mais consomme moins que les anciennes centrales? Est-ce qu'il y a plus de risques pour nos rivières? Alors, première question, est-ce que l'EPR2 chauffe mais consomme moins que les anciennes centrales? Est-ce qu'il consomme moins que les anciennes centrales, on va dire? Alors, comme tout à l'heure, je vais être prudent déjà dans ma compréhension de la question. J'ai redit, on est dans le choix du réacteur de forte puissance, donc on ne va pas dire qu'il chauffe plus, mais il produira plus d'électricité. Il aura un réacteur plus gros, 1670 MW. Pour donner un ordre de grandeur, c'était sur un transparent, je vous ai pris le Hauts-de-France parce qu'on parle beaucoup en ce moment à Dunkerque, mais où la région parisienne, c'est la moitié de la consommation actuelle de la région parisienne, par exemple 2 EPR2, pour vous donner l'ordre de grandeur. Mais par contre, forte puissance, mais si vous ramenez, vous faites un espèce de ratio au mégawatt, comparé au réacteur actuel, il délivre un peu moins de déchets, il produira un peu moins de déchets, ramenés à une puissance qui serait normalisée avec les autres réacteurs. Donc voilà, plus puissant, mais finalement en relatif producteur d'un peu moins de déchets et de rejets de façon générale. Voilà. On parle aussi des rivières. Oui, alors deuxième partie sur les rivières. Non, là je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon c'est là où ces séances sont importantes parce que on est dans les avant-projets, dans la conception des systèmes des futures installations en bord de rivière. Je vous ai dit, des solutions techniques existent et de toute façon, on devra rentrer dans les études d'impact environnemental et comme ça a été dit, on doit d'abord éviter. Et donc, il faut qu'on pense à des systèmes qui permettent d'éviter, puis quand on ne peut pas faire autrement, réduire. Et en dernier recours, compenser. Mais en général, sur ces types de systèmes, on s'arrête à réduire. Donc là, on est dans la phase on va dire, de conception de ces systèmes. Et donc non, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des réacteurs en bord de rivière et qu'il y ait des impacts tout à fait admissibles avec les règles en vigueur de protection de l'environnement. Alors, les internautes sont, semble-t-il, très contents de votre présence parce qu'ils ont pas mal de questions, évidemment, de curiosité, d'explication, de pédagogie. Il y a Antoine de Nogent qui pose cette question. Quels sont les investissements prévus pour la recherche et le développement continu afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du réacteur EPR2 au fil du temps? En France et dans l'eau. Je répète la question. Quels sont les investissements prévus pour la recherche et le développement continu afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du réacteur EPR2? Bref, question sécurité, efficacité. Est-ce qu'on investit encore dans le R&D pour améliorer par rapport à un acquis que vous avez mentionné et futur? Je ne sais pas répondre précisément sur le montant, mais j'ai dit ce qui est important, c'est que cette amélioration continue, ce réexamen, il est permanent. Donc ça veut dire qu'il y a une part importante de l'ingénierie d'EDF qui est en permanence à évaluer, à réévaluer ces installations, d'ailleurs sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN qui apporte son expertise. Donc vous dire, ce que je peux vous dire, c'est des milliers d'ingénieurs, donc ça donne déjà une idée des montants, et ça en continu, parce que c'est l'amélioration continue et c'est le principe de base du nucléaire. Hein, c'est jamais se satisfaire du niveau, c'est tout le temps viser mieux en termes de sûreté. Donc ça, on ne relâchera jamais. Et je ne sais pas vous le chiffrer, mais je sais vous dire que ça reste notre priorité, ça restera toujours notre priorité. Je vous remercie. On arrive à peu près à la fin de cette réunion. C'est le moment, si vous avez une question conclusive, de la poser. Et je le dis à nos intervenants, si vous avez une envie d'évoquer quelque chose ou une conclusion, vous prenez le micro. Parce que c'est comme ça qu'on va terminer cette réunion. Déjà, les questions, est-ce que tout le monde, on va dire, est rassasié ou est-ce qu'il y a encore une question? De base, je m'en doutais. Allez-y. C'est pas une question, c'est un compliment. Monsieur Ménager est un excellent orateur. Ah, ben écoutez, je ne savais pas qu'on était à la Starac, mais
Je vous remercie de ce compliment, parce que c'est bien de terminer sur ce genre de note positive. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou est-ce qu'on en termine comme cela? Le président de la Peut-être pour en terminer, moi je veux vraiment remercier très chaleureusement les intervenants. J'ai fait connaissance de Monsieur Ménager et vraiment moi j'ai été captivé par ces informations. Patrice Torres, on se connaît bien et je remercie particulièrement Estelle Bomberger-Rivaud, ma collègue au conseil départemental qui a traversé tout le département et qui va devoir faire la même chose dans la nuit pour être parmi nous. Vraiment, Estelle, merci beaucoup parce que c'était important, très important que tu sois là. Oui, juste un mot. C'est beaucoup de plaisir que je suis venue présenter la candidature de Nogent-sur-Seine pour l'accueil de ces nouveaux EPR2. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Vous l'avez sans doute entendu aussi. En fait, quand on met le doigt dans l'environnement du nucléaire, on rencontre que des passionnés et du coup, le sujet devient passionnant. Et c'est en cela aussi que ces commissions locales d'information sont vraiment intéressantes parce que ça nous permet aussi d'échanger avec des intervenants qu'on ne croise pas au quotidien, mais qui ont vraiment un regard apaisé et apaisant sur l'environnement du nucléaire, qui nous font prendre conscience aussi de la chance qu'on a d'avoir une infrastructure aussi bien surveillée, avec autant d'ingénieurs. On a quand même des gendarmes du nucléaire qui sont aux côtés de EDF pour vérifier l'ensemble des infrastructures. Et je terminerai pour reprendre l'une des questions de tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que EDF, au niveau de Nogent-sur-Seine, c'est un partenaire essentiel en termes de gestion de l'environnement et de valorisation de l'environnement. Au-delà même de son action au quotidien, il y a la réserve naturelle de l'Après qui est gérée, organisée par EDF et gérée par une association d'environnement. Je pense que c'est vraiment très important de savoir que le nucléaire et l'environnement peuvent faire bon ménage et c'est ce qui se passe dans la plupart des sites que j'ai découverts en France, un peu partout. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention. Monsieur Ménager, vous revenez quand vous voulez, puisqu'apparemment, il y a un consensus sur votre art oratoire et ça fait en effet beaucoup de bien sur l'explication de cet ensemble et de ce programme EPR2. Merci à vous tous pour cette réunion et je vous souhaite une bonne soirée. Hop. Allez, je rassemble tout.